Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent dans Maison Lumière Holistique. Vous êtes nombreux à me poser régulièrement des questions sur Instagram à propos de mon parcours spirituel. Quelles ont été les étapes, qu'est-ce que j'ai mis en place, comment je me suis formée et transformée au fil des années. Alors pour répondre à cette curiosité, j'ai eu envie d'inverser les rôles. J'ai invité plusieurs personnes intéressées par mon cheminement à venir m'interviewer directement sur ce podcast. Merci donc à Alexia, Leslie, Mélissa, Raphaël et Sandrine pour leur curiosité. C'est donc une conversation intime, rythmée par leurs questions où je vous partage mon histoire personnelle, mon exploration de la médecine chinoise, du Reiki et d'autres approches qui m'ont aidé à me connaître en profondeur. Je tiens à préciser que ce n'est pas un parcours professionnel, mais bien un chemin personnel. Je n'ai pas appris un métier, j'ai appris à me connaître. Et si cet échange suscite en vous de nouvelles interrogations, si vous avez envie d'aller plus loin et me questionner sur d'autres aspects de mon parcours, je serai ravie et heureuse de renouveler l'expérience dans un futur épisode, toujours sous cette forme d'interview. Alors n'hésitez pas à vous manifester comme l'ont fait les filles et à venir me voir, pourquoi pas, sur Instagram ou par mail. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Mise en Lumière Holistique, un épisode beaucoup, passionnément étrange pour moi, parce que je vais être, j'allais dire la cible. Non, pas du tout. L'intérêt principal de cet épisode. Merci, mesdames, de m'accompagner pour cet épisode et d'avoir accepté mon invitation de venir me questionner, puisque c'est justement une question qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux ou même parmi les élèves Reiki, mais en fait, Véro, c'est quoi ton parcours dit spirituel, même si j'ai toujours la sensation d'en dire beaucoup dans les épisodes, mais apparemment je dis pas tout. Donc, on va venir compléter beaucoup de choses durant cet épisode. Donc, merci d'avoir accepté de passer ce moment avec moi pour cette interview un peu particulière pour moi. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. 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 Qui veut commencer? Lancez-vous. Ne Alors faites moi, pas je veux de bien silence. me lancer. Quand on avait préparé un petit peu cet épisode, j'avais soumis l'idée que tu nous racontes un petit peu, tu nous fasses découvrir la petite Véronique, savoir qui tu étais, enfin qui tu es d'ailleurs, dans quel environnement tu as grandi, si tu avais déjà des choses un peu particulières, ou comment tu te sentais. Voilà. Si je C'est jouais déjà avec les dragons à l'âge de 3 ans, que je ça, tirais c'est les ça. cartes à 5 ans, les choses comme ça. Exactement. Je risque de te décevoir. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que j'ai une enfance tout à fait normale ou banale. Maintenant, après, évidemment, quand je vais la raconter, c'est peut-être pas si banal que ça, mais je vais être très franche sur certaines capacités. J'ai aucun souvenir de ça. Par contre, peut-être effectivement que j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où, déjà, quand je nais, ma mère tombe malade à ma naissance. Donc, elle déclenche une poussée de sclérose en plaques pile au moment de ma naissance, enfin, du moins quelques jours après. Et ça, maintenant je le sais, mais ça conditionne beaucoup de choses sur moi adulte. Effectivement, puisque c'est pas anodin, je déclenche également une sclérose en plaques quelques années après.
Ça fait que déjà, bah, dès ma naissance, en fait, j'ai pas mal de blocages inconscients, évidemment, qui viennent se greffer, et que je vais comprendre plus tard, arrivé à 35, 40 ans, quand justement je rentre les deux pieds dans le développement personnel, me dire, ah, bah, c'était peut-être pas si anodin que ça, finalement, que maman tombe malade à ma naissance. Et puis c'est surtout le parcours, bah, par exemple, déjà il commence très tôt, puisque avec cette histoire de poussée de sclérose en plaques, ma mère se retrouve en fauteuil roulant. Et c'est un magnétiseur qui a sorti, par exemple, ma mère d'un fauteuil roulant. Donc, elle est restée en fauteuil roulant pendant 6 mois. Les neurologues à cette époque-là ne pouvaient absolument rien faire. Ils ne connaissaient pas du tout et elle s'est retrouvée un peu démunie face à ça. Et à ce moment-là, il y a un jeune magnétiseur qui s'installe dans la rue de mes grands-parents. Et du coup, mon grand-père bah, traverse la rue et va le voir et lui dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ma fille? Lui débute, il dit, bah, je ne sais pas du tout, j'ai jamais fait. Et finalement, au bout de 6 mois, ma mère remarche. Donc, comment déjà dire que bah, déjà le magnétiseur est devenu l'ami de la famille, hein, évidemment, et que bah, ça fait partie de mon enfance aussi, de mon adolescence, c'est-à-dire que la famille avait le réflexe, dès qu'on avait le moindre souci, on allait voir le magnétiseur. Donc c'est quelque chose qui a toujours fait partie en fait de ma vie, c'est-à-dire qu'on avait une entorse, hop, on allait voir Monsieur Marguerite, on avait un problème, j'en sais rien, de maladie, on allait voir Monsieur Marguerite, on allait voir quand même le docteur, hein, mais le magnétiseur était pas très loin. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de culturel, j'ai envie de dire, dans la famille. C'est quelque chose de tout à fait normal. Ensuite, l'autre souvenir que j'ai aussi durant mon enfance, quand je questionne ma mère, c'est que j'ai le souvenir de vers 5, 6 ans d'avoir eu des séances d'acupuncture par exemple, avec un médecin chinois. Et dans mes souvenirs ou quand je questionne ma mère, c'est oui, bah, c'était en fait ton vaccin anti-grippe à l'époque. C'est-à-dire qu'on allait le voir pour justement que tu ne déclenches pas la moindre maladie. Et ça, j'avais 5, 6 ans. Mais je m'en souviens pas. Enfin, c'est au fur et à mesure d'y réfléchir où je reviens là-dessus, mais ça m'a jamais marqué plus que ça. Et puis à l'âge de 7 ans, je suis dans les valises de papa et maman et on part à l'étranger parce que ma mère a la bougeotte à ce moment-là et qu'elle pousse mon père à partir parce qu'il était dans le bâtiment et dans les travaux publics. Donc en fait, on part en Afrique selon les chantiers, au Congo, en Algérie, au Maroc. En Guadeloupe aussi, alors non, c'est pas l'étranger, ça reste la France, mais bon, voilà. Et puis il y a des moments où on peut pas suivre mon père, donc avec mon frère, on reste en France. Donc ma mère se partage en fait, où elle vit 2 mois en France avec nous et puis un mois à l'étranger avec mon père. Donc à ce moment-là, c'est ma grand-mère par exemple qui nous garde. Voilà, donc moi j'ai envie de dire une enfance banale, mais qui est peut-être pas si banale que ça pour certains parce que je m'aperçois que l'énorme chance que j'ai, c'est que ça m'a permis, tous ces voyages-là, ça m'a construit aussi pour pas mal de choses, c'est-à-dire bah, par exemple, le détachement. J'ai pas d'amis d'enfance. Chaque année, il fallait que je me refasse des amis, il fallait se réintégrer à chaque fois, parce que j'avais une nouvelle classe, parce que j'avais des nouveaux profs, j'avais un nouvel environnement. Donc il y a ça, il y a le côté, bah, 8 ans, je prenais l'avion toute seule. Alors quand je dis toute seule, non, il y a des hôtesses quand même, mais j'avais pas papa et maman. Donc effectivement, il y a des petites choses qui font que aujourd'hui, je suis contente d'avoir eu cette enfance-là, parce que, bah, par exemple, un truc tout bête, mais je m'aperçois que je peux avoir une ouverture d'esprit relativement large. Par justement cette soif de découvrir et d'apprendre et d'avoir été aussi, d'avoir vécu avec des cultures différentes, des modes de fonctionnement différents et qui me permet d'avoir une vision bien plus grande sur certaines choses, quoi, voilà. Et j'avoue que quand je suis rentrée en France, j'avais quoi, 22, 23 ans, et que j'ai côtoyé des gens qui avaient mon âge et je me disais, ah, ok, il y a vraiment eu un choc dans le sens où je me sentais totalement déconnectée de ce type de personnes. On n'avait pas, comment dire, on n'avait pas les mêmes références. Enfin, moi, à ce moment-là, pardon, hein, c'était Hélène et les garçons et Miel et les abeilles. Je fais, c'est quoi ces trucs, en fait? Pardon, je connais pas. Voilà. Et moi, j'allais plutôt te parler de culture, de nourriture, de choses comme ça, si tu veux, et pas de choses très terre à terre, on va dire ça comme ça. Mais sinon, non, je ne jouais pas avec les dragons ni les licornes. Du moins, j'en ai pas conscience. J'ai jamais eu la sensation d'avoir de dons extra-lucides ou médiumniques petites. J'ai aucun souvenir de ça. Mes premiers souvenirs, ça serait adolescente où je m'intéresse au feng shui.
Je suis plongée dans plein de livres de feng shui et je commence à appliquer des choses en feng shui à la maison. M'intéresse au bouddhisme, par exemple. Donc, pareil, j'achète plein de bouquins et je commence à m'intéresser à la philosophie bouddhique à ce moment-là. Donc, voilà. Sandrine. Pardon. Là, quand tu commences à t'intéresser au feng shui et au bouddhisme, tu as 22 ans et tu es revenu en France ou Non, je c'était suis en avant? Guadeloupe. Ouais, j'ai 15 ans à peu près. C'est mon adolescence, ouais. Dans mes souvenirs, je suis en Guadeloupe à ce moment-là, donc j'ai 14, 15 ans, dans ces eaux-là. Ok. Je commence. Voilà, je voulais savoir Ouais, où ouais, il est non, je situé. commence. Non, non, je suis ado. Je suis ado, je commence à m'intéresser à certaines choses. Il y a certaines choses qui m'appellent à ce moment-là. Il y a peut-être aussi, pourquoi pas, je m'en souviens pas, mais peut-être le côté multiculturel également qu'il y a quand même aussi en Guadeloupe. Parce qu'il y a une forte communauté hindouiste, par exemple. Donc, il y a peut-être des choses, tu vois, à ce moment-là qui font que j'ai commencé à m'intéresser à certaines choses. Dans mon souvenir, j'ai aussi un clash à la base, je suis catholique et je sais que j'ai un clash avec un prêtre à ce moment-là qui refuse de me confirmer parce que je suis dans le process où je suis censée faire ma confirmation. Enfin, ma mère veut que je fasse ma confirmation et ma marraine de confirmation est refusée parce qu'elle est anglicane. Et là, je me dis, bah, en fait, ça va pas le faire, quoi. C'est là où je me suis sentie en décalage, par exemple, par rapport à la religion, de me dire, bah, pardon, elle est quand même chrétienne juste pas catholique et tu me la refuses. Donc là, tu vois, je commençais un peu à avoir le côté pas rebelle, mais en disant, ben, tu m'as dit non, ben, ça passera pas en fait. Voilà. Mais sinon, après, justement, tu vois, en disant rebelle, j'ai pas du tout l'impression d'avoir fait une crise d'adolescence. Euh, Pas que je suis une petite fille modèle, hein, pas du tout. Au contraire, j'ai le côté rebelle quand même. Je sais ce que je veux. Alors quand j'étais jeune, je disais j'avais un sale caractère. Plus tard, on m'a repris, on m'a dit non, t'as pas un sale caractère, tu as du caractère. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir fait une crise de rébellion. Mais de me sentir en décalage depuis toute jeune, oui, ça c'est sûr et certain. Tu Quand dis que tu as eu une j'ai enfance quelque... banale, mais enfin, pour moi, ça me paraît pas tout à fait banal. Euh, Moi, ça m'évoque déjà une question par rapport à ta spiritualité, parce que finalement, tu parles de ton enfance où tu dis que très rapidement, ta famille s'est tournée vers le magnétiseur. Enfin, faut Mm. déjà avoir le réflexe, tu vois. Oh, bah, Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus commun, entre guillemets, ou ouais. je sais pas la perception, mais Là, je on est pense en que 76, hein. quelques années en arrière, ça paraît pas très banal. Donc, du coup, enfin, tes parents avaient déjà une certaine ouverture d'esprit. Mm. Ou alors ils étaient désespérés. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils étaient arrivés à un stade où, de toute façon, la science et les neurologues l'ont laissé tomber à ce moment-là. Que je pense que mon grand-père, à ce moment-là, était vraiment en mode désespéré de qu'est-ce qui arrive à ma fille et j'ai envie de la sauver, quoi. Je pense, reste quand même un peu dans la famille. Je pourrais prendre un exemple, chose auquel j'en ai jamais parlé, excessivement peu de personnes le savent, à part dans la famille. Mais par exemple, j'ai une. Alors, c'est pas ma grand-mère, mais c'est mon arrière-grand-mère qui accessoirement, moi je l'ai pas connue hein, parce elle est morte à ma naissance ou un peu plus tard, mais bon bref, je l'ai pas connue. Je sais, j'ai toujours entendu dire qu'elle faisait de la magie noire. Voilà. Donc oui, il y a peut-être des petits trucs qui traînent un peu partout, si tu veux, à la maison ou dans les campagnes à l'époque, c'était courant. Là, je pense que par rapport à mon grand-père et à l'histoire du magnétiseur, ouais, je pense que c'est vraiment plutôt le côté venez nous aider, quoi. Mais qui au final, bah, au vu des résultats, se dit oui, bah, ça marche. Donc on va l'inclure dans le process et dans tous les process de la famille, quoi. Ok. Donc oui, c'est quelque chose, même je te dis, même quand elle m'amène chez le médecin chinois, je sais même pas en plus comment ça lui traverse l'esprit, je sais même pas d'où ça vient, comment elle a rencontré. J'avoue que j'ai jamais eu ce questionnement et cette curiosité-là auprès de ma mère. Donc enfance banale, Pas tout à fait normale. ce qu'on appelle banal, hein, mais en tout cas, t'as voyagé énormément et je pense Ouais. que, enfin, tu t'es très rapidement ouverte à plein de cultures et justement, t'as ouvert aussi, bah, du coup, tes chakras à plusieurs choses en termes de spiritualité. Et justement, c'est un peu
la question que moi j'allais te poser. Est-ce que du coup tu peux nous faire un petit, enfin, nous retracer les grandes étapes, on va dire, de ton cheminement spirituel et par quoi tu es passé du coup pour en arriver là aujourd'hui avec ta super boîte à outils bien remplie. Quels sont les événements? C'est même pas ma CEP, parce que ma CEP, quand elle est déclarée en 2004. Et puis à ce moment-là, je suis dans la machine bah, en même temps, quand on me déclare ma CEP officiellement, dans la même semaine, je signe mon premier contrat de franchise en restauration rapide. Donc j'ai pas le temps en fait de penser que à l'annonce de j'ai une sclérose en plaques. C'est même d'ailleurs pour moi à ce moment-là un non-événement. Tu vois, c'est OK, j'ai une sclérose. Oui, OK. Et sinon, dans le contrat, là, il faut faire quoi maintenant? Tu vois, le travail prend le dessus à ce moment-là. Donc là, moi, je suis dans la machine OK, je prends étape après étape par rapport à ma sclérose en plaques. Je rentre dans le process pour un traitement. Mais je rentre pas dans ce développement personnel, mais alors vraiment pas à ce moment-là. Sandrine. Pardon, je voulais te poser la question, quel âge tu avais? En fait, c'est vrai que tu as dit 2004, donc tu as situé dans le temps, mais c'est 28 juste ans. Ouais, pour avoir pardon. un... Tu veux savoir, en fait, D'accord. tu veux savoir mon âge. Non, je rigole. Non, 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 c'est juste, 28 non, ans. bah, oui, parce que voilà, 2004, ok, c'est il y a 21 ans, mais voilà, pour savoir un petit peu aussi, parce que tu as dit que tu étais revenu en France à 22 ans, 22 ans, ouais. hein, et on va dire de 22, pardon, parce que là, du coup, je fais une coupure à rapport à la Pas grave. question, mais de 22 ans à 28 ans, De 22 ans à qu'est-ce que 28 tu fais? ans, je rentre en France. Je ne peux pas reprendre mes études. Vive l'État français parce que la Guadeloupe est rattachée à l'époque à Bordeaux et que je suis censée faire reprendre la fac à Bordeaux. Et moi, je suis de Toulouse, donc je m'en vais de Toulouse et donc je suis refusée à Toulouse. Donc je me retrouve un peu le bec dans l'eau à ce moment-là où au final, bah, je suis obligée de trouver du taf, grosso modo, avec en tête de reprendre mes études, mais une année après. Et des études de quoi? Biologie à ce moment-là. Mon souhait est de devenir vétérinaire. Donc, je D'accord. fais un Ok. cursus doc de biologie, biochimie et sciences de la vie, qui à l'époque s'appelait, je crois, doc SVT de sciences de la vie et de la Terre. C'était un nouveau doc qui venait de sortir. Et moi, mon intention à ce moment-là, je n'avais pas envie de faire l'école préparatoire pour passer mon concours de vétérinaire. Donc, il y avait cette ouverture par rapport à la fac et je voulais m'engouffrer là-dedans. Et donc, comme je décide de rentrer en France, enfin, on décide de rentrer en France, parce que j'avoue que Toulouse, sa région, me manquait à ce moment-là. La Guadeloupe, enfin, une île, ça reste une île, hein, donc tu as vite fait le tour. Et puis, au bout de 8 ans, je considérais que j'avais largement fait le tour et que du coup, j'avais envie d'autre chose. Et c'est moi qui enclenche le process et du coup toute la famille se dit bah ouais nous aussi on te suit, ok donc on est tous rentrés. Donc c'est pour ça que moi dans ma tête c'est je rentre à Toulouse en fait. Je suis originaire de Toulouse, toute ma famille est à Toulouse donc je rentre à Toulouse. Et en fait bah, les événements se passent pas comme prévu. Donc je trouve un travail, j'ai un oncle qui me fait rentrer comme contractuel à la poste à ce moment-là, rien de glamour, hein, j'ai envie de dire. Je vis ma vie tranquille, la famille est dans le milieu du tennis, moi je plonge en tant que juge-arbitre, tu vois, je fais plein de trucs à droite, à gauche. Je suis toujours créative parce que ça, j'ai toujours dessiné, peint depuis mon enfance. Merci papa qui était relativement doué avec ça, donc il me permettait effectivement de libérer ma créativité. Et en fait, à 28 ans, je déclenche donc sur 6 mois à peu près, j'ai 4 poussées. J'ai 4 poussées, mais ces 4 poussées, je les vis comme un non-événement. C'est-à-dire que la première poussée, par exemple, j'ai des picotements, des fourmillements au niveau de mes mains. Un peu, alors les personnes qui ont des scléroses en plaques savent de quoi je vais parler. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais un peu, tu sais, on te plantait des milliers de bouts de verre dans la peau. Bah voilà, c'est la sensation que j'avais. Je t'en prie, Raphaël. Ah ouais, non, juste, je voulais savoir, t'avais aucune ouverture sur le développement personnel à ce moment-là. Absolument aucune. Du tout. Ah non, là je suis même à ce moment-là, comme je dis, je suis très terre à terre, très même d'ailleurs, tu vois, quand je m'ouvre au développement personnel, mes premières réflexions c'était de me dire ah ouais, mais je viens de perdre 15 ans de ma vie. Et puis après, avec le recul, au fur et à mesure que j'ai avancé dans le développement personnel, ben non, je les ai pas perdus. Il fallait que je passe par là. Il fallait que j'expérimente ça pour comprendre plus tard en fait
tout ce que ça m'avait apporté et tout ce que je devais déconstruire et déformater. Donc non, non, j'ai 28 ans, moi j'ai la tête dans le guidon, j'essaye de m'en sortir comme je peux, avec mon taf, et justement quand je tombe malade dans certaines, comment dire, je me sens enfermée à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que j'ai aucune zone de repos. C'est-à-dire qu'au boulot, c'était très compliqué. C'était une période de grève. Donc, moi, entre guillemets, j'étais un bouche-trou parce que j'étais contractuelle. Donc, on se servait de moi. Je pouvais pas respirer à la maison parce que mon père et mon frère ont eu un accident le même jour, à la même heure, à deux endroits différents. Un se retrouve avec un plâtre sur le bras, l'autre avec une cheville. Je dois gérer ma mère en même temps. Donc, j'ai aucune zone, en fait, où je peux respirer. Et c'est là où je commence mes premières poussées, avec donc des fourmillements au niveau des mains, des bras, où je me doute, je sais, au plus profond de moi-même, parce que c'est comme si au plus profond de moi-même, j'avais toujours su de toute façon que j'allais déclencher une sclérose en plaques. Donc je passe à autre chose. Moi, c'est ok, je l'ai, mais en fait, les autres sont ma priorité, donc j'ai pas le temps de m'intéresser à ce qui est en train de m'arriver. 2 mois après, c'est mes jambes où là, je brûle de l'intérieur, mais vraiment cette sensation de brûler, c'est-à-dire que j'ai beau toucher, enfin, effleurer mes jambes, par exemple, à ce moment-là, c'est une souffrance. Donc ça, c'est 2 mois après. Et puis, mais toujours pareil, j'en parle à personne. Voilà, ouais, ok, bah, je me doute hein, au fond de moi-même. Comme je dis, moi, j'ai une chance et un inconvénient. C'est-à-dire que la chance, c'est que je connais la sclérose en plaques, et l'inconvénient, c'est que je connais la sclérose en plaques. Donc je sais à quoi ça ressemble et je sais à quoi m'attendre. Donc c'est un peu la fameuse épée de Damoclès dont on parle toujours hein, avec la fameuse sclérose en plaques. Donc, et en fait, c'est ma troisième poussée où là, par contre, je perds la vue à l'œil gauche en 24 heures. Ouais, 36 heures, grand maximum. Où là, par contre, oui, bah, je suis obligée quand même de dire, pardon, j'ai un petit problème, comment on peut le régler? Surtout qu'à ce moment-là, moi, dans mon travail, je devais conduire, prendre la voiture. Donc j'étais quand même devenue un peu un danger public. Et là, je suis hospitalisée. J'ai mes 5 jours de bolus de cortisone où là, on fait l'IRM, la ponction lombaire, tout le process en fait pour une sclérose en plaques, où j'ai le neuro qui est incapable de me dire que j'ai une sclérose en plaques. C'est-à-dire dans la même phrase, j'ai alors, c'est pas génétique, hein, mais votre maman, comme elle a ça, bon, alors, je l'ai ou je l'ai pas en fait. Et il ne m'a jamais dit la phrase, vous avez une sclérose en plaques, ce qui a eu le don d'énerver ma mère à l'époque, qui du coup m'amène chez son neuro, qui était un grand ponte à l'époque, le professeur Clanet sur Toulouse, et qui regarde mon IRM, je me souviens toujours, il regarde mon IRM, il monte ses lunettes, il regarde mon IRM, il baisse ses lunettes, il me regarde, il fait ça pendant 3 ou 4 minutes, et à un moment donné, il me regarde et puis il me dit, bah, vous avez une CEP. Et là, moi, alors je sais plus si je l'ai dit intérieurement ou si je lui ai dit, bah oui, je sais. Tu m'apprends rien en fait, je le sais que j'ai une CEP. Voilà. Et là, il me dit bah, je ne peux pas rentrer dans le process d'un traitement parce qu'il n'y a pas assez de poussée. Enfin, j'en ai 3 en 4 mois, mais j'ai pas assez de poussée. Et en fait, déclenche une quatrième poussée 2 mois après où, bah, par exemple, je passe mon Noël le 25 décembre avec ma perf de cortisone à la maison. Et là, je rentre dans le process pour avoir un traitement. Et là, je suis vraiment pas en mode développement personnel, hein. Je suis en mode, OK, il faut choisir un traitement, il faut que je me pique 3 fois par semaine. OK, comment ça se marche? Non, je veux pas m'emmerder à faire venir les infirmières, je vais le faire moi-même. À ce moment-là, en plus, on est en train de monter le premier projet avec mon frère de franchise dans la restauration. Donc, comment te dire que la maladie, moi, de toute façon, ma relation avec la maladie, c'est je pense à ma maladie 3 fois par semaine pendant 2 minutes au moment où je dois me piquer. Point. Je suis fatiguée, je vais faire une sieste. Je loupe une marche, j'avais qu'à lever la jambe plus haute, en fait. À aucun moment, je me mets dans cette position de victime vis-à-vis de ma maladie. À aucun moment, je me plains. Je suis jamais en mode, ah oui, mais c'est normal, j'ai une sclérose en plaques. Jamais. Donc, pour moi, je répète, pour moi, à ce moment-là, c'est un non-événement. Mais je reste très terre à terre, hein, c'est-à-dire que à aucun moment, le développement personnel, ça me traverse l'esprit. Je sais même pas ce que c'est à ce moment-là. J'ai même pas le réflexe d'aller voir le magnétiseur, parce que comme moi, le magnétiseur de la famille était mort, donc tu vois, ça m'avait même pas traversé l'esprit de me dire je vais en trouver un autre, tu vois, c'était presque le doudou de la famille, j'ai envie de te dire. Donc non, ça me traverse même pas l'esprit à ce moment-là. Là, je suis en mode vraiment très terre à terre et ok, bah moi je fais comme maman, j'ai envie de te dire. Dans le process de maman, il y a des médicaments et encore à ce moment-là, il y avait des traitements parce que ma mère, quand il y a 50 ans, il n'y avait pas de traitement. Donc j'ai cette capacité-là, j'ai cette possibilité-là. Donc moi, je rentre dans ce cheminement, j'y vais, je me laisse porter par le corps médical, quoi, à ce moment-là.
jusqu'au moment où justement en 2010, parce qu'à ce moment-là, ma mère fait partie de beaucoup d'associations, style des Paralysies de France, des associations qui s'occupent de sclérose en plaques, et elle reçoit un papier. Et je me souviens, je suis à la maison et elle me tend un papier. Elle me dit, ah tiens, regarde ce que j'ai eu dans le courrier. C'est une association qui donne qui fait des soins Reiki. Et elle me tend le papier, je lis le papier. Je dis OK. Et elle me dit, c'est quoi le Reiki? Et là, moi, premier réflexe, je prends le téléphone, Reiki. Guérison holistique par les mains. Oh, bah, c'est du magnétisme. Je m'entends lui répondre ça. Et comme le magnétisme, c'est bon, ça parlait, tout le monde savait ce que c'était dans la famille. Donc, pour moi, voilà, tu vois, j'avais associé Reiki au magnétisme à ce moment-là. Et là, dans ces C'était quand cas-là, ça? Pardon. c'est en 2010, donc ça fait 6 ans que je suis malade à ce Oui. moment-là. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je suis en mode chef d'entreprise. On a 3 franchises à ce moment-là. D'ailleurs, c'est ce qui faisait un peu peur à ma mère à ce moment-là, c'est que en fait, mon travail, c'était 60 à 80 heures par semaine, quoi. Et que du coup, elle avait peur de ça. Elle me dit, à chaque fois qu'on voyait le neuro, elle disait au neuro, mais si ça lâche, et elle dit, bah, si le jour où ça doit lâcher, ça lâchera. Mais là, pour l'instant, ça lâche pas. Alexia. Oui, du coup, là, en fait, tes traitements te permettaient de travailler et de pas penser finalement à ce que tu avais, quoi. Exactement. Mais ouais, parce que je te dis, la même semaine, je signais mon premier contrat de franchise et on me déclarait que j'avais une CEP. Donc, comme je dis, j'ai pas eu le temps de réfléchir en fait à la Ouais. maladie. Et je répète, je pense que ça reste quand même une chance. J'avais ma mère devant les yeux. Ma mère, à ce moment-là, elle est ni en fauteuil, elle est ni en... elle a juste une canne pour l'extérieur. Parce qu'elle se sent en sécurité vis-à-vis des autres personnes. Mais à la maison, elle marche sans canne. En fait, ma mère a toujours conduit. Tu vois, elle a toujours été indépendante, Mm, même avec une CEP. Donc, c'est pour ça que moi, pourtant, je fréquentais, parce que du coup, ma mère m'a amené des fois dans des conférences, des congrès, des trucs comme ça. Et effectivement, je voyais plein de cas différents où à 18 ans, une personne qui s'est retrouvée en fauteuil roulant. J'avais même entendu dire d'une personne qu'on connaissait dans la famille qui a vécu pendant 20 ans dans une coque. Elle pouvait plus bouger. Enfin, tu vois, j'avais tellement de... Je n'ai jamais connu de toute façon un cas similaire de sclérose en plaques. Et le cas que moi j'avais sous mes yeux depuis ma naissance, bah en fait, pardon, elle était autonome, elle marchait, elle n'avait pas besoin mm. d'aide. Donc moi, j'étais sur cette vision-là, quoi. Donc non, quand je commence à m'intéresser à ça, je te dis pour le Reiki, finalement c'est un papier d'une association envoyé à ma mère et que je lui dis oh bah tiens Mm. ouais bah pourquoi pas on peut tester. De toute façon au pire c'est du magnétisme, ça marche quoi. Enfin ça marche. Tu connais donc on peut y aller. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert le Reiki. Et en parallèle, il y a aussi la médecine chinoise qui se met en place. Parce que la médecine chinoise, je prends l'avion avec mon frère. Voilà comment je deviens quand même, je m'inscris dans une école de médecine chinoise. C'est juste parce que je prends l'avion. Je prends l'avion avec mon frère. À ce moment-là, donc on est associés dans la franchise et on a un congrès sur Paris. On est au mois d'avril. Toujours 2010, on est au congrès, on prend l'avion et ça faisait un petit moment parce que lui vivait dans les Landes et moi dans l'Oraguais. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu et là il me dit ah bah tiens j'ai fait un truc hier ça a été génial parce que tennisman avec un tennis elbow donc un problème au niveau du coude et il me dit ah bah j'ai vu un médecin acupuncteur hier génial j'ai plus mal. Et là on vient à parler il me dit ouais c'est génial le mec en plus il fait ses études et donc il me raconte la vie du mec. Et c'est là où je me souviens, je me dis, bah, tiens, ça me rappelle maman quand même, quand on était jeune, elle nous amenait finalement voir un acupuncteur. J'ai souvenir de voir, alors pardon pour l'expression, mais un vrai Chinois. Là, j'ai même aucun souvenir qu'il parlait français, tu vois. Et puis je rentre, et j'en reparle à ma mère, elle me dit, oui, oui, c'est vrai, on t'a amené justement pour le fameux vaccin contre la grippe. D'accord, ok. Et là, je commence à taper médecine chinoise, Toulouse, et là, je tombe sur une école qui fait une journée porte ouverte 3 semaines après, et où je m'inscris. Et quand je fais la journée porte ouverte, on est au mois de mai ou au mois de juin. Et en fait, quand je sors de la journée, je me dis, mais c'est ça que je veux faire, en fait. Je me sens à ma place. Alors que des mois auparavant, je commençais à regarder sur Internet, massage, ça me parlait pas. La naturopathie commençait un peu à être à la mode à ce moment-là. Je regarde les cours, je fais surtout pas. Alors que quand je suis sur les bancs de cette journée porte ouverte, pour moi, c'est d'une évidence. À ce moment-là, je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Et en septembre, je suis inscrite. Et en septembre, du coup, on va avec à l'association pour avoir notre premier soin Reiki. Oui.
C'était ça la question en fait. C'était la même année. Ouais, Tu as eu les deux, la MTC et le ex- Reiki qui exactement. sont arrivés. J'ai eu mon premier week-end de cours de médecine chinoise. Une semaine après, je passais mon premier degré Reiki, Ok. sans savoir où je mettais les pieds. Comment te dire quand même que la MNTC a pris largement le dessus. Donc j'ai mis quand même le Reiki de côté pendant 2 ans. Et c'est mon petit binôme de MTC à l'époque qui cherchait justement à s'intéresser au Reiki et qui me dit, mais toi, tu es formé au Reiki? Je dis, oui, oui, je lui donne les coordonnées de mon maître, donc elle passe son premier degré. Et un jour, elle arrive, elle me dit, ah, au fait, le mois prochain, tu réserves ce week-end, on passe notre deuxième degré. Pardon, ok. Elle me dit, oui, oui, bah, on le passe ensemble, comme ça sera cool. Voilà. Et donc, en fait, je choisis même pas la date. Et je le passe 2 ans après. Et je passe mon deuxième. Et évidemment, quand mon deuxième degré arrive, bah, j'ai quand même 2 ans de médecine chinoise, mais c'est surtout, j'ai 2 ans d'échange avec justement les autres élèves et qui là m'amènent. C'est là où je me prends quand même la fameuse phrase, la punchline qui marquera ma vie et qui marque mon début de parcours spirituel de mais pourquoi tu es malade? Et c'est cette fameuse personne qui m'amène au deuxième degré Reiki. Et quand je passe le deuxième degré, j'ai tous les outils pour déconstruire tout ce que je viens d'apprendre en 2 ans. Leslie. Du coup, là, quand tu t'inscris, etc., tu fais quoi de ta franchise Je suis toujours au et boulot. de ton travail? Je Ok, fais donc tu toujours mènes mes... les deux de front en Ouais, même temps. je fais C'est toujours mes marrant parce 60 heures et que 80 heures par semaine. quand tu racontes tout ça, tu le racontes. Alors, c'est peut-être pas la façon dont tu l'as vécu, mais justement, c'est ça qui m'intéresse dans la façon dont tu l'as vécu. Tu le racontes, mais vraiment comme si tu t'étais pas du tout posé de questions, comme Jamais. si tout coulait de source, et que finalement, tu avais toujours été hyper aligné Oui. et hyper ancré. Donc finalement, c'est que ça existe. Naturellement, c'est ça que tu veux dire? Mais c'est drôle ta question dans le sens où ça me rappelle des conversations justement que j'ai parfois avec des initiés où quand elles viennent me poser des questions en privé et que des fois j'ai du mal à comprendre la question parce que je leur dis mais pourquoi tu te poses autant de questions? Tu dis mais pourquoi Et je dis mais en fait moi je m'aperçois avec le recul je ne me suis jamais posé de questions. J'ai fait, je me suis laissé porter et en fait c'est après que j'ai compris, que je comprenais ou que je mettais les pièces du puzzle ou que je rentrais dans la compréhension. Sandrine. Oui, pardon. J'ai pas compris tout à l'heure quand tu as dit le Reiki 2, youpi, j'ai tous les outils pour déconstruire les 2 ans que je viens d'apprendre. Parce que Je comprends pas là. dans ces 2 ans, j'ai OK ma médecine chinoise, mais j'ai surtout toutes les conversations alors je les appelle mes petits chinois, dans le sens avec tous mes camarades de médecine chinoise qui, eux, sont ouverts. Ils me font découvrir la kinésiologie, ils me font découvrir les oracles, ils me font découvrir l'énergétique, des soins énergétiques. Moi, à ce moment-là, j'ai que mes connaissances de magnétisme. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un soin énergétique à ce moment-là. Donc j'ai ces 2 ans qui me permettent, c'est à ce moment-là où je découvre Lise Bourbeau, où du coup j'assiste à une conférence de Lise Bourbeau qui venait sur Toulouse. C'est là où je plonge dans les livres justement de développement personnel ou surtout par exemple, le premier livre que je lis, c'est La maladie de Gérard Attias. Après cette fameuse punchline de Hey, mais pourquoi t'es malade? Quand mon petit binôme, je suis en première année, on est en première année, et je crois qu'on est à notre troisième week-end de médecine chinoise. Et là, à un moment donné, mon souvenir, c'est on apprend des points et on était en TP, donc on se pique les uns les autres, en fait, mutuellement. Et là, mon petit binôme, je lui dis, on vient d'apprendre un point, et là, je lui dis, je sais pas, avec ma CEP, je sais pas si c'est une bonne idée de le piquer celui-là. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais au fait, pourquoi t'es malade? Euh, Pardon, je comprends pas la question. Bah oui, si t'es malade, c'est qu'il y a une raison. Bah, je sais pas, en fait. Elle me dit, bah si, il y a une symbolique derrière, il y a un message. Et moi, là, je suis. Enfin, j'ai envie de te dire, heureusement que je suis assise, quoi, de me dire, mais je suis en mode même, je comprends vraiment pas ta question. Et le week-end d'après, parce que c'était chaque week-end, enfin, c'était un week-end par mois, et le mois suivant, elle m'amène le livre de Gérard Attias, et là, elle me dit, bah tiens, ok. Et en fait, c'est là,
Je lis le tome 1, je lis le tome 2, et là, je me dis, waouh! Enfin, là, d'un seul coup, poum, mon univers change. Et c'est là où je commence à découvrir tout ce développement personnel. Alors, ça s'appelait pas le développement personnel à ce moment-là. Enfin, du moins, c'était pas comme aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Et du coup, je découvre Lise Bourbeau, je découvre les conférences, et en fait, j'ai une accumulation. Et puis, de continuer les conversations, je te dis, avec toutes les personnes de médecine chinoise. Ah, mais tiens, j'ai fait une séance de kinésiologie. C'est quoi ce truc? Ouais, mais c'est génial et tout. Moi, je me souviens, je vais voir ma première séance de kinésiologie. La nana me dit, vous venez pourquoi? Je sais pas. On m'a dit que c'était génial. Je te jure, ma première séance. Elle me dit, alors, il faut quand même trouver une raison. Ok. Bon, on va trouver ça. Ouais, c'est bon, ok. Et je me souviens toujours à la fin de la séance, elle me regarde avec un petit sourire en coin et puis elle me dit, la prochaine fois, on travaillera sur sur la culpabilité vis-à-vis de maman. De quoi elle me parle? Quelle culpabilité? J'ai pas de culpabilité, moi, vis-à-vis de maman. Ah, moi aussi, ok. Bah, du coup, je reprends une séance et là, poum, on s'engouffre dans le truc et où je comprends et je commence à te déformater. Justement, où là, je comprends que, hey, je suis responsable de la maladie de maman, culpabilité, bonjour. En plus, ma mère ne m'aime pas. Bah non, elle pouvait pas s'occuper de moi. Donc évidemment que elle pouvait pas, comme elle pouvait pas s'occuper de moi, moi bébé, j'ai intégré qu'elle m'aime pas. Enfin, tu vois, et c'est là où je commence tout mon cheminement. Donc non, là où tu as entièrement raison, Leslie, quand tu me poses la question, c'est finalement, c'est tout s'enchaîne sans même que je réfléchisse. Ça se fait Ok. le plus naturellement possible, en fait. Je dis, moi, je me laisse porter quand elle me dit, bah, tiens, le week-end prochain, on passe notre deuxième degré. Ah, ok, d'accord. Et là, quand mon maître me donne le fascicule, je suis en mode, waouh, mais c'est juste la compréhension des pièces du puzzle que j'ai eu la semaine dernière, ou il y a un mois, ou il y a 2 mois. Et là, c'est génial, j'ai les exercices pour travailler dessus. Voilà comment ça s'est toujours goupillé. Alexia. Ouais, en fait, je me dis, je fais le lien quand même avec ton éducation, parce que là, on voit que c'est quand même beaucoup l'ouverture d'esprit que tu as eue quand tu as inculqué, Mm. où tu as la curiosité, Ouais. l'envie de découvrir. Enfin, finalement, tu te poses pas les questions, mais parce que ça t'intéresse et que tu as envie d'apprendre et tu as ça aussi chez toi. J'avoue, avec le recul, effectivement, que je suis quelqu'un de très curieuse. Mais Et d'ouverte. ouais, ouais, quand je dis curieuse, curieuse saine. Je sais pas Mhm. si je suis compréhensible. Tu sais, le truc de moi, Découvrir. ouais, exactement. Moi, je le dis toujours, tu vois, je rigole avec des personnes quand elles partent en voyage. Je dis, mais envoie des photos. Elle me dit, mais pourquoi faire? Mais parce que je veux voyager avec toi, en fait. Laisse-moi découvrir. Tu vois, je veux avoir cette, voilà. Et puis même par rapport à la nourriture, j'ai toujours été curieuse, tu vois, de découvrir plein de plats, des choses. Donc ouais, j'avoue que j'ai toujours eu cette curiosité-là. Je pense que ça vient de ma mère j'ai toujours vu ma mère lire. Il y a toujours eu des magazines à la maison. Tu vois, par exemple, j'aimais pas lire, ce qui, au grand désespoir de ma mère, les seuls livres lus, c'était les trucs obligés à l'école, tu sais, pour faire les fameux devoirs rendus, là. Mais par contre, je traînais dans les magazines et il y avait tout type de magazines à la maison. Et ça, par contre, je mangeais, j'étais en train de bouquiner, enfin de bouquiner, pas de bouquiner, mais tu vois, d'aller sur les magazines et d'avoir une culture générale relativement grande. Donc ouais, j'ai quand même cette curiosité-là. Et je Ok. pense qu'il est devenu ma force aujourd'hui, mais qui était déjà ma force à l'époque. Mélissa. Euh, est-ce qu'il y avait un truc derrière, une envie de, tu vois, quand tu t'engages dans la médecine traditionnelle chinoise, tu as quand même le truc derrière de vouloir aider l'autre ou de vouloir le. C'était Jamais. vraiment juste de la curiosité. Pour moi, à aucun moment, l'autre ne rentre dans mon process. Il peut rentrer dans mon process uniquement quand tu arrives, allez, troisième ou quatrième année de médecine chinoise. Parce que c'est là un peu à l'école où on commence à t'en parler, où on te dit pour vous installer en cabinet, comment ça se passe. Mais déjà, première et deuxième année, t'es pas du tout dans ce process, quoi. Déjà, avec toute la quantité de trucs que tu as à apprendre, t'es vraiment pas en mode, et je comprends pas d'ailleurs, même les personnes qui commencent à peine en première année et qui commencent à s'installer, je comprends pas le process. Moi, à ce moment-là, sincèrement, j'entendais tellement ma mère échanger avec le neuro, lui dire, ouais, mais là, Véro, elle travaille quand même, elle fait du 60-80 heures par semaine si ça claque, tu vois, si ça lâche. Et ça lâchait pas. Ça lâchait pas. Et donc, c'est à un moment donné, je me suis posée en disant, OK, tu sais quoi?
Là, je suis arrivée à un stade où c'est bon, les magasins peuvent alors rouler tout seuls, non, faut pas exagérer, mais où je peux commencer à me prendre par exemple un week-end par mois, tu vois, pour moi. Et c'est là où je me dis, bon, bah ok, qu'est-ce que je peux faire là pour moi? Et c'est vraiment le point de départ. Je te dis, quand je commence au massage, ouais, mais massage, c'est gentil, pour moi, pas pratique, ok. Naturopathie, ouais, non, ça reste superficiel, ça me plaît pas. Et c'est pour ça que je te dis, quand j'arrive sur le banc de la médecine chinoise, je me dis, waouh, mais en fait, là, c'est génial, parce que ça me permet de me comprendre, me découvrir. Et pour moi, c'était d'une évidence à ce moment-là. Et c'est juste quand tu arrives à la quatrième année, où là, en plus, l'école t'autorise, tu sais, on me dit, alors, vous pouvez être élève étudiant, donc vous pouvez au cas où avoir des cobayes. Génial, ok. Mais même, et même en Reiki, tu vois, par exemple, personne au monde n'est capable de dire que je lui ai fait un soin Reiki. Le Reiki, moi, à ce moment-là, c'est secret. C'est que je m'en sers vraiment que pour moi. Je fais jamais de soins. À part dans le cadre avec mon maître, je ne fais jamais de soins sur quiconque à ce moment-là. C'est vraiment mon jardin secret. Raphaël. Non, mais c'était juste par rapport au fait, justement, de t'ouvrir à tout ça, de découvrir toutes ces méthodes. Est-ce que c'est la maladie qui a pu te donner envie, entre guillemets, de justement t'y intéresser ou ça n'a aucun rapport? Si, Est-ce que je serais est-ce que, tombée dans la marmite si j'étais pas tombée malade? voilà. Je pense que je serais sûrement tombée dans la marmite, mais peut-être pas de la même manière. Sûrement, je pense que ça serait venu. Alors en plus, maintenant j'ai cette connaissance et ce recul. La fameuse crise de la quarantaine dont on parle toujours, oui, mais en fait, du point de vue énergétique, elle s'explique. Donc, à un moment donné, effectivement, entre 30 et 35 et 40 ans, généralement, une femme, ou même un homme, va avoir ce truc en disant, waouh, il y a plein de trucs qui vont pas dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Donc, je l'aurais eu sûrement. Mais pas avec l'élément déclencheur de la maladie. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans tout mon cheminement vis-à-vis du Reiki, mon Reiki est uniquement basé sur ma maladie. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est resté secret, dans le sens où je n'ai jamais pratiqué de soins sur les autres, parce que pour moi, c'était ma boîte à outils personnelle par rapport à toute la déconstruction de ma sclérose en plaques. J'avais la médecine chinoise pour comprendre des choses, j'avais toutes les livres, les conférences, parce que je m'en suis bouffée à ce moment-là des livres. Autant j'avais passé 35 ans sans lire, autant là je lisais trois livres en même temps. Et puis plus les conversations également, tu vois, avec les élèves Reiki, avec les élèves de médecine chinoise, qui venaient me nourrir, de me dire, waouh, mais ça existe, waouh, ok, d'accord. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Et le Reiki, ouais, ça a été. J'avais la boîte à outils, je te dis, c'était presque la boîte de Pandore. Je fais, waouh, tiens, un enfant devant une boîte, je fais, oh, mais j'ai tous les exercices là pour me permettre de comprendre et de déformater ça. Alexia, Là, justement, en parallèle, ta sclérose en plaques, elle évolue comment par rapport au fait que je. tu découvres plein de choses? Rien, aucune évolution, je n'ai aucune poussée. Alors évidemment, là, je suis en mode. Alors, je passe mon IRM tous les 2 ans, je vois mon neuro chaque année. Alors que même normalement c'était censé être 2 rendez-vous par an. Moi je trouve ça c'est une contrainte. Je dis ça va, tout va bien dans ma vie, donc déjà une fois par an, ça sera déjà cool. Donc je continue mon traitement, je me pique 3 fois par semaine, ça n'a aucun impact, donc j'ai aucune poussée. Tout en travaillant, je te dis, 60 à 80 heures par semaine, et je me dis machinalement bah tu vois, le traitement il marche, j'ai pas de Hmm. poussée. Et jusqu'au moment où j'arrive à une étape où, justement, avec mon troisième degré, il y a des événements qui arrivent dans ma vie et surtout en utilisant certains exercices, bah, en fait, j'arrive à totalement déformater et à comprendre, avoir toute la vision globale de ma maladie. Bah, en fait, c'est là, à ce moment-là, où quand je me piquais, je me disais, mais et pourquoi tu le fais, en fait, Véro? Si là, toi, tu sais que la maladie, il y a toute une raison derrière, toute une symbolique, tu fais ce travail depuis finalement 5 6 ans, ça fait quoi si tu arrêtes ton traitement? Et ce qui m'avait en plus mis la puce à l'oreille, ça a été une réflexion totalement anodine du neuro, un peu comme s'il venait, tu sais, inconsciemment de me donner l'autorisation d'arrêter mon Hmm. traitement, parce que lors d'un rendez-vous, je, on va pour se quitter, tout va bien, parce que moi, mon rendez-vous, il durait 10 minutes, hein. Ma mère, ça durait 1 heure et demie, moi, c'était, ça va, ouais, ok, bon, ben voilà, ok. Voilà mon rendez-vous avec le neuro. Et à la fin, il ferme le dossier, il me dit, bon, bah, l'année prochaine, j'ai dit, ben, pardon,
mon ordonnance du traitement. Et là, il me regarde, surpris, il me dit, ah, mais parce que vous continuez à vous piquer? Et là, moi, intérieurement, de me dire, bah, ah non, non, je crois que je lui ai dit, je dis, bah, pardon, hein, je suis bête et disciplinée, hein, vous me demandez un traitement, je me pique, je fais mon traitement. Et en fait, c'est inconsciemment, tu vois, c'est là où je me suis dit, enfin, Mm. consciemment, de me dire, mais pourquoi il m'a posé cette question, en fait? Et puis c'est là, moi, de me dire, mais en fait, il a raison. Pourquoi je continue à me piquer, puisque finalement, là, au stade où j'en suis avec toutes mes compréhensions, j'ai la symbolique, ce que ça représente dans ma vie, l'origine et tout. Et en fait, je me dis, bah ouais, bah vas-y, quoi. Arrête le traitement, voir ce que ça fait. Évidemment, j'arrive l'année suivante. Alors, comment ça va? Bon, j'ai arrêté mon traitement. Ouh là, il a été en vente panique, hein. D'un IRM tous les 2 ans, je suis passée à un IRM chaque année, hein, évidemment. Voilà, donc ouais, pour moi, c'était. Je te dis, cette phrase, c'est un peu comme s'il me donnait l'autorisation de, bah, en fait, lâche-le, ton traitement. Ok. Je t'en prie. Ouais. Moi, c'était juste maintenant, comment tu es capable de savoir ce qu'il faut que tu ailles chercher, comme tu dis, dans ta boîte à outils. Tu as cette boîte à outils, mais enfin voilà, à quel moment, je sais pas, en fonction d'un événement, tu vas te dire, tiens, c'est là qu'il faut que j'aille, ou comment tu sais où piocher, en fait, justement, je sais pas. Alors, je sais pas forcément, bah, comme Leslie l'a compris, je me laisse porter par pas mal de choses. Où je te prends un exemple, quand je me suis formée, par exemple, quelques années plus tard, aux mémoires cellulaires, je fais des cours de poterie, je suis dans un atelier où j'ai ma prof de poterie qui parle d'une certaine chamane, Gisèle. Elle me dit, ah bah tiens, j'ai vu Gisèle. Je dis, oh, je la connais pas du tout. Elle me dit, ah bon, tu la connais pas? Non, non, pas du tout. Et ben elle m'en parle, ok, d'accord. 3 mois après, je suis des cours de bouddhisme, d'initiation au bouddhisme, dans un monastère qui est pas très loin de la maison. Et là, je suis avec une personne que je connais, qu'on se côtoie sur plein d'aspects spirituels. Et là, elle me dit, ah bah tiens, j'ai vu Gisèle la semaine dernière. Je dis, qui, Gisèle? Elle me dit, ouais, bah, une chamane. Je dis, ouais, tiens, c'est marrant. Je dis, Émilie m'en a parlé le mois dernier. Ok, d'accord. Et puis, 3 mois après, je vais voir une énergéticienne qui me suivait à cette époque-là, qui habite à 2h30 de la maison. Et j'arrive, avant qu'elle commence le soin, on fait un mini débriefing. Elle me dit, ah bah tiens, il y avait Gisèle la semaine dernière à ta place. Et là, moi, je lui dis, mais qui est Gisèle? Elle me dit, bah si, là. Elle me dit, mais tu la connais pas? Bah non, en fait. Et elle est étonnée. Elle me dit, bah quand même, je pensais que tu la connaissais. Là, tu te dis, bon, j'ai 3 fois le nom de Gisèle, quand même, qui revient. On va peut-être aller téléphoner à cette Gisèle et aller voir qui c'est quand même cette personne. Et quand j'arrive, sincèrement, la première rencontre que je fais avec cette fameuse Gisèle, elle me regarde, elle fait, ah, je suis très heureuse de te rencontrer, du style, enfin. Pardon, excusez-moi, le temps que je connecte, voilà. Donc, à chaque fois que je devais, alors c'est très, pardon, j'allais dire con dit comme ça, mais à chaque fois que je devais avoir l'information de faire quelque chose, de toute façon, tout était fait pour. Tu sais, ça, Ça l'information s'imposait. arrivait. Ouais, l'information arrivait. Tu vois, comme par exemple quand j'entreprends des études de médecine tibétaine. Je tombe sur un article d'un journal, je vois l'article, je dis, ah génial, il y a des cours de bouddhisme, de médecine tibétaine dans le monastère en plus où je vais régulièrement. Et là, je vois l'article, on est quoi en 2016? Je vois l'article 2014. Loupé Véro. À 2 ans près, c'est con quand même. Donc non, je ne peux pas faire mes études de médecine tibétaine. Jusqu'au moment où je reçois, je te jure, 10 jours après, un mail de l'école, enfin du monastère, en disant, le docteur Lobsan reprend les cours cette année. Est-ce que vous voulez faire du coup vos études de médecine tibétaine? Comment te dire qu'évidemment, je me suis inscrite. Et j'ai fait mon année de médecine tibétaine. Donc, c'est pour ça que je dis à chaque fois, je ne me pose pas de questions, en fait. Ça se fait de manière... je sors d'une séance de kinésiologie, on travaille sur un truc bien spécifique, je dois passer à la bibliothèque, rendre un livre. La nana me dit non, va le mettre plutôt directement dans l'étagère. Je vais dans l'étagère, j'ai un livre qui tombe de Jung et je regarde le titre. Putain, ça correspond pile à la séance de kinésiologie. Ok, ok, bah je prends le livre et je... Tu fais quoi? Bah je te laisse celui-là et je prends celui-là. Et à chaque fois, ça s'est fait toujours de cette manière-là. Bon, bah, tu l'as le nom de ton épisode de podcast. Lance-toi, ne te pose pas de questions.
Mais c'est pour ça que je te dis, il y a très souvent, quand on vient me questionner sur certaines choses, ma première réflexion est de me dire, mais pourquoi tu te poses toutes ces questions en fait? Et je le sais maintenant aujourd'hui, c'est effectivement un mental qui cherche à avoir les réponses avant même que tu le vives. Moi, dans mon cheminement, c'est je vis d'abord l'expérience et je la comprends après. Parce C'était que, comme pardon, non, il y a pas, quand tu cherches à comprendre avant que ça se fasse, c'est un mental, de toute façon, qui va être aux commandes. Il a besoin déjà de toutes les questions. Moi, non, je me lance. Et puis je verrai. Si ça marche pas, c'est pas grave. Et c'est OK. Mais après, j'avoue que je me suis quand même questionnée parce que justement, à force d'avoir ces questions de certaines initiées, la question surtout qui revenait des initiés, c'était ah ouais, mais alors du coup, t'as fait de l'astrologie? Non. Mais t'as fait du coup de la numérologie? Pas du tout. Mais tu t'es intéressé à ça, ça, ça et ça? Mais jamais de la vie. Oh, bah t'as rien fait en fait en développement personnel. Ben, en fait, j'ai fait ce qui était nécessaire à l'instant T pour moi. C'est-à-dire que je suis pas allée nourrir un mental. Je suis pas allée courir après plein de méthodes pour remplir ma boîte à outils. Je n'ai construit ma boîte à outils que par rapport à moi, ce que j'avais besoin à l'instant T. Et ce que j'avais à chaque fois besoin à l'instant T, c'est présenté à moi à chaque fois. Ça, évidemment, je l'ai compris après. Je l'ai pas compris sur le coup, hein. C'est après de me dire, ah oui, effectivement, j'avais peut-être besoin de ça là, maintenant. Et c'est comme ça que je l'ai construit. Après, évidemment, je suis arrivée à un stade où j'ai commencé à me questionner, de me dire, ce qui est intéressant dans les questions des initiés, c'était de me comprendre différemment, de me dire, mais effectivement, là où elles ont raison, c'est que je suis en train de réaliser que dans mon parcours, je suis allée directement chercher, ou je suis allée directement à ce que j'avais besoin. J'ai pas cette sensation d'avoir papillonné à droite à gauche. Tu vois, les mémoires akashiques, ça a été exactement pareil quand ça vient à moi. C'est que je tombe sur une conférencière, je la retrouve 2 mois après. Un mois après, elle fait une initiation. Ok, en fait, tu vois, tout s'enchaîne. Et j'ai commencé à m'interroger justement par rapport à ça, de me dire, mais finalement, qu'est-ce qui, dans mon cheminement, comment dire, pourquoi j'ai pas l'impression de papillonner à droite à gauche? Donc j'ai commencé à m'interroger intérieurement, de me dire, ok, mais pourquoi? Et là, c'est là, à ce moment-là, où en plus la notion quantique arrive à moi, donc au-delà de l'instant présent, avec ce côté, voilà, où on est multidimensionnel, mais qu'en même temps, on est sur différentes lignes de temps en même temps. Et c'est là où je réalise, ou quand je me connectais, alors soit en soins, soit en hypnose, j'avais cette sensation finalement de, c'est un peu comme si j'avais la Véro du futur qui était passée par là et qui était en train de dire, non, t'emmerde pas avec ça sert à rien. Ça, oui, ça, tu peux le faire, vas-y. Ça, non, ça sert à rien. Et un peu comme si elle avait débroussaillé le chemin avant moi, me dire qu'elle, elle avait tout testé, et de dire, alors ça, non, ça sert strictement à rien. Et c'est pour ça, moi, j'ai toujours eu cette sensation de, mais en fait, je vais droit au but directement. J'ai pas besoin d'aller chercher l'information, l'information vient à moi directement, parce que finalement, il y a peut-être la Véro du futur qui, elle, l'a fait, a peut-être perdu son temps. Et que du coup, elle me fait passer le message en disant, bah non, en fait, t'emmerdes pas avec ça sert strictement à rien. Va ce qui est essentiel pour toi à l'instant T. Est-ce que là, ça fait percher? Oui, évidemment. Oui, Sandrine. Oui, on peut revenir à la chronologie. En fait, entre bah là, tu as des fast-foods et la MTC et mise en lumière holistique. Voilà, c'est quoi la Waouh! suite en fait? Il y a un bond Ouais, de 15 voilà. ans. Ma maladie, les fast-foods, je les ai en 2004. Je tombe dans la marmite du développement personnel en 2010, avec le Reiki et la médecine chinoise quasiment en même temps. Je Oui, fais mes 4 années de médecine chinoise et sincèrement, on n'est pas nombreux à avoir fait les 4 années. Enfin, c'est 5 maintenant, je crois. Il y en a très souvent, 80% des élèves arrêtent au bout de la deuxième année. Mais là, j'avoue qu'on avait un groupe tellement soudé que, bah, en fait, je crois que c'était même la première année où on arrive à 40 quand même en quatrième année, ce qui est très rare. Je finis du coup ma médecine chinoise. En parallèle, j'ai toujours mon Reiki. Je passe mon troisième degré. Là, on est quoi? On est en 2017, je crois.
Je déconstruis totalement ma CEP, ma maladie, la compréhension de ma maladie à ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai des événements avec, en me servant de ma boîte à outils du troisième degré où je range, je prends ma maladie, symboliquement, je la range dans une boîte et je la mets dans une étagère quelque part, et de faire en sorte qu'elle n'ait plus aucun impact sur moi. Du coup, je mets de côté le Reiki également parce que je considère que j'ai fait mon cheminement. Je m'éloigne de mon maître à ce moment-là également. Parce que je commençais un peu à avoir un décalage entre le son et l'image, donc ça commençait un peu à me déranger sur certaines choses et je me sentais plus en phase avec lui. J'ai la médecine chinoise qui est finie. Là, j'embraye sur, par exemple, bah, tu vois, la médecine tibétaine qui arrive. À côté de ça, j'ai la fameuse Gisèle qui arrive et du coup, je découvre les mémoires cellulaires. Et en parallèle, je n'ai plus les... Pardon, j'allais dire la marque. Je n'ai plus le réseau de franchise. Je l'ai plus à partir de 2012, je crois, quelque chose comme ça. Parce que bah, ça reste très terre à terre et ça s'appelle des faillites. Ou c'est pas parce que je commence le développement personnel que ça signifie que j'ai une vie où je vis d'amour et d'eau fraîche avec des paillettes et des bisounours. Je me prends des faillites, je me prends des interdictions bancaires, je me prends des inscriptions à la Banque de France avec des huissiers derrière la porte. J'ai ça en parallèle quoi, de mon développement personnel. Donc j'ai tout ce process-là. Comment Donc, tu le vis, ça, très mal. justement? Alors, très mal dans le sens où, pardon, hein, j'ai un huissier derrière la porte, j'ouvre pas la porte, hein, je suis en mode totalement peur derrière la porte. Et que bah, je le vis mal, évidemment. Et en même temps, je commence ce cheminement, mais ce cheminement, il est vraiment plutôt axé quand même sur ma CEP à ce moment-là, quoi. Je fais pas le lien, en fait, avec tout ce qui m'arrive dans la vie. Vraiment pas. À ce moment-là, je suis vraiment axée sur ma maladie, sur ma compréhension, sur mon vocabulaire, parce que ça, c'était le livre de Gérard Attias m'a permis de comprendre que les mots MOTS ont leur importance. Donc de faire attention à mon vocabulaire. Donc là, c'est un peu comme s'il y avait, tu vois, j'ai ma vie et il y a la spiritualité en parallèle, tu vois. Je n'arrive pas encore à faire le lien dans mon cerveau, il n'y a pas de lien pour l'instant, à ce moment-là. Et puis c'est petit à petit, c'est-à-dire que quand je te prends un autre exemple, tu vois, pour faire rigoler Leslie, évidemment, j'ai une phase où je me souviens, par exemple, je joue aux fléchettes sur le portrait de mon banquier. Ça te donne à peu près l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est bon? Et que bah, du coup j'en ai quand même marre parce que c'est mes journées off entre guillemets et que je pense quand même à lui donc j'en ai un peu marre. Je vais dans la bibliothèque parce que je dois réviser mon cours de médecine chinoise pour le week-end. Je vais chercher le bouquin et là j'ai mon fascicule de Reiki qui tombe par terre, qui s'ouvre et là je regarde. Nettoyage à sec. Ça vous permet de revenir dans l'instant présent, de vous retirer toutes les pensées parasites. Ah ben on va le refaire en fait, je l'avais oublié cet exercice. Oh bah tiens! Et je fais l'exercice et d'un seul coup je ne joue plus aux fléchettes sur mon banquier. Et en fait c'est là où ça commence à faire le lien de me dire mais en fait Véro, t'as une boîte à outils. Utilise-la en fait. Là tu vis mal cette période, ok. Bah, qu'est-ce que je peux mettre dans mon quotidien pour prendre soin de moi? Et c'est comme ça que je commence à faire le lien. Et à voir les bénéfices finalement en prenant un exercice, en prenant un autre exercice, en prenant un autre exercice, et de me dire mais waouh, ça sert à ça en fait. Au-delà de ma sclérose en plaques. Parce que pour ma sclérose en plaques, j'avais parfaitement compris l'utilité, mais pas dans mon quotidien, tu vois? Et là, on est en quelle année? Que je veux tuer mon banquier? Non, non, où tu fais le lien, en fait. Où tu fais... Oh, on doit être quoi en 2012, 2013, un truc comme ça? D'accord. On parle souvent de symbolique des maladies, mais est-ce que tu penses qu'il y a une symbolique justement des événements qui se présentent à nous dans la vie Oui, ou des épreuves? oui, Puisque finalement, enfin là, t'as ce truc-là qui se présente, la faillite, bah du coup forcément ton avenir professionnel et commence à devenir un peu incertain. Enfin, est-ce que moi j'ai jamais entendu parler de ça, hein, de la symbolique des épreuves qui si, arrivent si. dans nos vies, mais bon, enfin ça vient de
de me frapper un petit peu. Et du coup, comment, a posteriori, t'analyses ça? Bah, c'est toutes les connaissances accumulées qui me permettent de savoir que de toute façon, alors là, pardon, hein, ça risque de choquer certains, mais que de toute façon, tu choisis absolument tout avant de venir t'incarner sur Terre. Tu choisis ton prénom, tu choisis tes parents, tu choisis ta date de naissance, tu choisis absolument tous les événements qui vont t'arriver, tu choisis ton caractère, tu choisis tout ça. Et qui fait que, en même temps, si ça signifie que si tu le vis, même si ça peut te sembler dur, ben, c'est que tu as la résilience pour le vivre. Après, si je rentre un peu plus loin en approfondissant sur cette notion quantique, quand je passe mon temps à dire, par exemple, dans les épisodes de podcast, que notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur, ben, en fait, c'est que tout simplement, les événements qui t'arrivent dans ta vie, c'est toi qui les crée. Alors évidemment que c'est compliqué d'expliquer ça à des personnes quand elles vivent dans la maladie, ou alors pire, quand non, un enfant de 2 ans n'a pas choisi son cancer. Ben si, en fait. Mais il y a toute une compréhension et tout un cheminement à faire derrière. Évidemment, je ne peux pas juste balancer ça. Donc ça, c'est ce qui me permet de voir et de comprendre beaucoup de choses a posteriori, quoi, si tu veux, sur mon expérience. Donc évidemment, avec le recul, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai la sensation, mes premiers réflexes quand je tombe dans la marmite du développement personnel, c'est me dire, merde, j'ai perdu 15 ans de ma vie, quoi. Parce qu'effectivement, quand j'étais ado, je m'intéressais au feng shui, à la spiritualité, au bouddhisme. Donc, tu vois, j'étais sur la bonne voie. Et en fait, pendant 15 ans, je m'oublie, je tombe malade, je fais faillite. Et après, de me dire, mais non, en fait, Véro, il fallait que je passe par là pour comprendre. Il fallait que je passe par ces événements-là. Comme quand tout à l'heure, vous posez la question de, mais finalement, est-ce que si tu n'avais pas eu la SEP, tu serais sondé dans la marmite? Oui, sûrement. Mais pas du tout de la même manière. Et je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. C'est à ça que moi, ça m'a servi du coup ma boîte à outils et que me sert aujourd'hui ma boîte à outils. C'est pour ça que je répète, moi, quand je dis que je suis ma priorité, à aucun moment, utiliser ma boîte à outils pour les autres ne m'a traversé l'esprit. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait, ça a toujours été pour moi. Et même sincèrement, hein, je vais être très franche, même aujourd'hui avec le podcast, quand on me pose la question, quand on me demande, ah, mais du coup, le podcast, c'est cool, c'est pour... Non, en fait, mon idée première, c'est de faire ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi dans mon cheminement pendant 15 ans. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qui t'amène à l'accompagnement des autres finalement? Les autres. Bah oui, bah les autres, nous, par Oui, oui, exemple. non, mais les autres, c'est pas moi en fait, ça vient pas de moi. Ah, C'est-à-dire que le Reiki, par exemple, bah moi, le Reiki, c'était 7 ans. Et une fois que j'ai déconstruit absolument tout ma maladie, toute la compréhension de ma maladie avec les 3 degrés, je passe à autre chose. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, non, évidemment, heureusement, que les rares personnes qui savaient que j'étais initiée au Reiki viennent un dimanche après-midi, me disent, t'es là? Oui, je suis là. Bah tiens, on vient prendre le thé. Ok, bah venez. Et qui là me disent, la bouche en cœur, ils étaient que deux, hein, mais il y en avait que deux qui savaient que je faisais du Reiki, mais c'est ces deux-là qui sont venus prendre le thé et qui me disent, au fait, on veut s'initier au Reiki. Et là, moi, je suis en mode, hey, chouette, c'est super, bravo, allez, faites-vous plaisir, les filles, c'est cool. Et là, j'avais pas vu le petit sourire en coin et qui me disait, non, mais Véro, t'as pas compris, en fait, on veut que ça soit toi qui nous initie. Et là, moi, de me dire, bah non, en fait, je peux pas. Elle me dit, bah si, bah, non, je peux pas, je suis pas maître, donc je peux pas vous initier. Ah ben on s'en fout en fait, tu passes ta maîtrise et tu nous formes. Et là, moi, je suis emmerdée parce que j'ai quitté mon maître, c'est-à-dire que j'ai fini mon cheminement avec mon maître, donc je me voyais mal revenir vers mon maître. Bonjour, est-ce que tu peux me former à la maîtrise? Et là, je vais continuer à te faire rigoler. Évidemment que 15 jours après, on me remet un nouveau maître sur mon chemin. Mais ça, c'est vraiment le truc improbable. C'est-à-dire que j'ai une amie qui invite une autre amie. Et cette autre amie me dit, ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis, bon, je fais un peu de médecine chinoise, je fais ça. Elle me dit, ah, bah tiens, ma belle-sœur est maître Reiki et tout. Si tu veux, on se fait un repas et je l'invite. Voilà comment ça se fait. c'est Comme fou. par exemple les soins, c'est exactement pareil. Les soins,
je pratique l'acupuncture sur moi. Du coup, à un moment donné, alors que sur le devant, parce que quand c'est des points derrière, tu passes ton tour. Voilà. C'est c'est cool la médecine chinoise, mais à un moment donné, quand c'est derrière, tu peux pas, hein. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je cherchais au maximum les points qui étaient devant. Et puis, j'ai le Reiki aussi avec l'auto-soin. Donc, je commence à rentrer dans cette démarche et à me faire accompagner aussi. J'ai du coup trouvé au fur et à mesure des énergéticiennes ou des énergéticiens, voilà qui m'ont accompagné, les kinésiologues. Et donc moi, je commence à déformater absolument tout par rapport à mes maladies. J'en parle avec mon maître, qui à chaque fois était, parce que j'étais très mauvais élève, parce qu'à chaque fois mon maître me voyait, il me disait, alors, qu'est-ce que tu as fait cette fois-ci? Alors, bah tu vois, j'ai pris cet exercice-là, j'ai pris avec l'autre, et en fait, je les ai fusionnés, et du coup, bah, ça m'a donné ça, ça, ça et ça. Et en fait, il était emmerdé parce qu'il pouvait rien dire, ça avait marché. Il me dit, mais t'es totalement taré. Je sais pas, ça marchait. Et, et du coup, bah, j'ai commencé à avoir des personnes qui voyaient l'effet que ça me faisait, que j'avais pas de poussée, que j'étais pas fatiguée, que j'avais aucune conséquence en fait de ma maladie, qui m'ont dit un jour, mais en fait, Véro, fais-moi un soin. Moi, à ce moment-là, j'étais que en mode, je sors mes aiguilles, je laisse pas traîner mes mains en fait sur quelqu'un. Et j'ai dit, bah non. Pourquoi? Mais pourquoi tu veux? Bah ça marche sur toi. Oui. Bah ça doit marcher sur nous. Bah non. Bah si. Bah j'en sais rien en fait. Bah t'as qu'à tester. Et en fait, c'est comme ça. C'est à chaque fois, c'est les personnes qui sont venues me chercher. Moi, à aucun moment j'ai fait la démarche et à aucun moment j'ai même l'idée de m'installer. Sandrine. Et ça, c'était quand? Je reviens à tes cours, hein, parce que du coup, On est en 2000. J'ai fini mes études de médecine chinoise, donc je les ai finies en 2015. Le Reiki, je finis en 2016 ou 2017. On est dans ces eaux-là, 2016-2017. Ouais, d'accord. 2017. Et on peut revenir à la faillite, enfin, pardon, mais au moment de la faillite et la suite. Au moment de la faillite, je suis au RSA puisque étant chef d'entreprise, j'ai pas le droit au chômage. Et donc, je continue mes études de médecine chinoise à ce moment-là et je deviens intérimaire parce qu'accessoirement, il faut mettre de l'argent sur un compte en banque. Donc, je D'accord. fais mes 35-40 heures jusqu'à 70 heures par semaine. Et mon sas de décompression, c'est mes 48 heures de médecine chinoise le week-end, ou quand c'était pas médecine chinoise, ça pouvait être initiation au bouddhisme, ou ça pouvait être plein de trucs, ou parfois je traînais avec des copines, et me dire, ah tiens, il y a un truc sympa, voilà. Et après? Alors après quoi? Ben, Bah, jusqu'à mise en... Voilà, c'est ça en fait que... je continue à être intérimaire jusqu'en 2018. Et en parallèle, ça va faire du coup un an et demi, 2 ans où je commence à faire des soins, mais pas en mode professionnel, évidemment, quoi. C'est en mode, ok, bah, je viens, on va travailler sur ça, ou je plante encore mes aiguilles à ce moment-là, je suis encore en mode acupuncture, mais je laisse traîner mes mains quand même parce que je comprends que ça va aller au-delà. Et en fait, au fur et à mesure, même en parallèle, ma médiumnité commençait à se développer. C'est-à-dire que quand au début, la personne est allongée sur la table, j'ai que les aiguilles, et puis après, je plante les aiguilles au deuxième soin, mais mes mains commencent un peu à se balader sur le corps de la personne. Et puis au fur et à mesure, ok, mes mains continuent à se balader, et puis finalement, j'arrête de mettre les aiguilles, il n'y a que mes mains qui se baladent, et puis à un moment donné, je fais des trucs, je dis, waouh, c'est quoi ça? Je comprends pas. Je m'aperçois que finalement ma vision n'est plus tout à fait normale. C'est-à-dire que je ne vois plus encore comme on voit encore là, comme on est en train de se voir par exemple pour cet épisode. Je vois des choses que je comprends pas, ou je me retrouve dans des situations où, je te prends un exemple, la personne est allongée et j'ai l'impression d'être en plein milieu c'était quoi? C'était dans un... Ah, je sais plus comment on appelle ça, au temps romain, tu sais, les gladiateurs. Je me retrouve dans le milieu d'une arène. Or, la personne est allongée sur ma table de soins chez moi, quoi. Et là, j'ai la sensation d'être en plein milieu d'une arène et qu'on me montre de pourquoi elle est blessée, pourquoi elle a cette douleur. Et d'un seul coup, je regarde la personne et je te vois une épée en plein milieu. Je fais, c'est quoi ce bordel? Ok, tout va bien, on ne s'inquiète pas. On est bien chez moi, tout va bien, d'accord, mais j'ai quand même une épée là, en plein milieu du truc. Et en fait, ça se fait au fur et à mesure. Et je réalise au fur et à mesure
Quand les personnes me questionnent, alors qu'est-ce que tu as vu pendant le soin? Les Romains, ça te parle? Oh ouais, je suis persuadée d'avoir une vie antérieure à la Légion. Ok, bah ça se pourrait en fait. Tu vois, voilà, donc des choses où je le vivais, mais je le comprenais pas. Sur le coup, je le comprenais pas. Et je faisais en fait. Quand j'en sais rien, t'entends, il faut recoudre. Mais qu'est-ce qu'il faut recoudre? Et là, tu regardes, tu fais, oh putain, il y a un trou en plein milieu de la personne. Ok, il faut recoudre. Vous êtes sympa, mais je recous ça comme je suis pas chirurgien en fait. Je suis personne, moi, que je comprends pas. Et en fait, à chaque fois, je me suis totalement laissée porter par le truc. Et je faisais. Il y a des choses. Alors, est-ce que j'ai le droit de le dire maintenant? Quand je vais dire, bah, j'ai fait des choses, je comprenais pas ce que je faisais. Et par contre, quand tu avais la personne qui te rappelait le lendemain ou 2 jours après qui te dit, Véro, je sais vraiment pas ce que tu m'as fait. Et là, moi, intérieurement, alors moi non plus, mais c'est pas grave. Et que la personne te disait, mais merci parce que ça faisait 10 ans que je dormais plus. Et là, oh, tu m'as libéré ma cage thoracique. Ok. Waouh. Et un jour, j'ai ce souvenir-là. J'étais en week-end, pas initiation, c'était une retraite chamanique avec Arnaud Rioux. Et donc avec quand même beaucoup de personnes relativement connectées. Et à un moment donné, j'ai une des personnes, je sais pas pourquoi, elle vient vers moi et elle me demande que je lui fasse un soin. Ok. Enfin, moi, je suis pas là en tant que thérapeute, je suis là en tant que Véro. Elle me dit, ouais, mais ça te dérange pas? Non, si tu veux, non. Et là, du coup, je fais le soin. Et à la fin, elle était curieuse. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait du coup pendant le soin? Et là, je lui explique. Je lui dis, bon, quitte à passer pour une folle, autant lui expliquer, hein. Bon, je t'ai recousu, je t'ai remis un bras. Il manquait ça, il manquait ci, il manquait. Ok, et elle me dit, ah, c'est génial, j'en rencontre une pour la première fois de ma vie. Et là, je lui dis, pardon, je comprends pas en fait. Qu'est-ce que tu rencontres pour la première fois de ta vie? Ah ben, un médecin énergétique, en fait, une chirurgienne spirituelle. C'est quoi? Elle me dit, bah, c'est ce que tu viens de faire en fait. Elle me dit, des personnes qui, voilà, bah, en fait, tu travailles sur tous les plans énergétiques, c'est-à-dire que tu es en la capacité tu vois pas que le corps. Je dis, non, effectivement, je te confirme, ma capacité visuelle fait que je ne vois plus le corps, je vois que ton énergie. Elle dit, ouais, bah, c'est ça en fait. Ok. Bah, merci de mettre un nom dessus. Je viens d'apprendre quelque chose. Donc, comme je dis toujours, pour reprendre ce que je dis depuis le départ, c'est que je passe toujours par je fais et ensuite je comprends. Et même si je comprends pas, j'ai presque envie de te dire, c'est pas grave tant que le résultat il est là. Je sais pas si je suis claire quand je dis ça. C'est que je cherche pas euh, heureusement, il n'y a pas besoin d'avoir toutes les réponses en fait à toutes les questions. Le principal, c'est que ça fonctionne. Avoir une sacrée dose de confiance quand même, hein, pour ne pas se poser de questions, du Ou coup. de folie, je sais pas. Non, mais tu vois, c'est drôle parce que il y a pas longtemps, Sarah, que j'ai reçue sur l'épisode de podcast du Human Design, a fait du coup mon Human Design. Et elle reste dubitative sur un aspect de mon Human Design où en fait, dans mon schéma de Human Design, je suis déconnectée du mental. Il manque le On lien. dirait bien. Oui, bah voilà. Et pourtant, je te jure, j'en ai un. De toute façon, si je fais un carnet sur cette terre, c'est qu'il y en a un, hein, automatiquement. Mais en fait, elle se questionne, elle me dit, c'est drôle, elle me dit, parce qu'il y a une déconnexion, voilà. Et en fait, après réflexion, ou quand j'ai commencé à réfléchir justement sur cet épisode, je me suis dit, mais je me suis jamais posé ces questions-là. Donc c'est là où je comprends en fait pourquoi je suis déconnectée du mental. Et je te jure, pourtant, un mental, il y a été, hein. Mon surnom quand même quand j'étais jeune, c'était le général. Si j'ai déclenché une sclérose en plaques, c'est quand même que derrière, il y avait une rigidité, il y avait quand même un contrôle, vraiment, qui était très présent, un mental excessivement présent. Je peux te raconter plein d'anecdotes où il était là. Mais par contre, effectivement, j'ai réussi à m'en détacher. Bah, alors, rapidement, j'en sais rien, rapidement. Mais de vraiment. L'élément déclencheur, par exemple, tu vois, un élément déclencheur et que je donne toujours comme astuce, c'est par exemple de nommer son mental. Moi, quand je fais une conférence avec Lise Bourbeau,
C'est le seul truc que je récupère de sa conférence. Je me fais chier hein, pendant toute la conférence. C'est le seul truc que je récupère, c'est les 5 dernières minutes de sa conférence, c'est donner un nom à votre mental. Je le mets en application et là, d'un seul coup, il fait waouh, c'est magique. Là, ça me permet, tu vois, de commencer à prendre ce recul et de comprendre les choses et de les vivre surtout différemment. Mais rien ne s'est fait en claquant des doigts, en fait. On a peut-être l'impression comme ça en racontant, enfin, j'espère surtout pas donner cette impression, mais c'est vraiment, ça a été, en fait, vraiment, je garde toujours cette notion de puzzle pièce par pièce, en fait. Il y a des pièces où il y a des puzzles où je suis restée avec une pièce pendant 6 mois. Et puis, il suffit d'une conversation avec une amie, alors que c'est elle qui parle pendant 2 heures, mais en fait, dans la conversation, j'avais besoin de 2 mots, et je rentre à la maison et je fais, c'était ce mot-là. Boum. Ça fait 15 ans que je démonte des puzzles. Bienvenue dans ma vie, Sandrine. J'allais être hors sujet. Ouais, bah, on sait jamais. Bah, alors la J'ai le question droit, j'ai le c'était, droit à un joker. J'ai pas posé la question. J'ai le droit à des jokers. non, en fait, Il définit les règles. Vas-y. La question, ça allait être, c'est quoi l'exercice justement de nommer son mental que Lise Bourbeau t'a donné? Ah, bon, alors, il est dans son livre, hein. C'est juste que j'étais passée à côté de l'information. Donc, preuve que quand ton mental, il veut pas voir, il voit pas. En fait, tu nommes ton mental comme une entité à part entière. Mais j'ai déjà donné cette astuce. Tu le donnes à part entière, c'est-à-dire que tu lui donnes un nom. Et Et parce que comment ton mental, en fait, c'est pas toi. Ton mental, c'est une entité qui porte tes blessures, qui a construit du coup un personnage avec des costumes. Et en fait, du coup, tu lui fais prendre vie. En lui donnant le nom, c'est un peu comme si tu venais le baptiser. Donc, il existe. Et du coup, ça te permet de te dissocier de lui. Est-ce que tu deviens schizophrène? Un peu. Donc, quand tu es dans tes pensées et que tu sais que c'est ton mental qui est là, ben, en fait, en le nommant, tu commences à le faire taire. D'accord. La petite Tu, voix tu qui... lui parles avec Ah, son nom. Tu euh, viens de lui donner. tu lui parles ou tu l'engueules, ça dépend de ton degré de relationnel avec lui. Mais oui, tu vas lui parler. Moi, au début, le surnom que je lui ai donné, c'est Trottinette, parce que j'étais sur mon vélo d'appartement justement pour mes jambes. Et à un moment donné, j'étais effectivement, comme à ce moment-là, je suis chef d'entreprise, j'ai plein de pensées en tête. Et là, je lui dis, hey, ça suffit, j'en ai marre de ces idées qui me trottent dans la tête. Je fais, oh, Trottinette! Ok. Et en fait, dès que je pars dans mes pensées, je fais, oh, tais-toi. Et quand je suis gentille en disant ça, parce que sinon, je pourrais te censurer, mais c'est beaucoup plus violent hein, quand j'ai fait ah, Trottinette, c'est bon, ferme-la. Et je passe à autre chose. En fait, c'est de Ok. débrancher à ce moment-là. Et ça, moi, ouais, ça fait partie de mes étapes. C'était une étape qui m'a permis de. Il y a eu le avant et le après, par exemple. Et, pardon, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, Sandrine. Je pense que c'est dans le prolongement. Moi, c'est autre chose Ben complètement voilà. différent. En fait, moi, on est en 2018. Je continue ma chronologie. J'ai l'impression d'être de mon avis mortuaire. Ta bibliographie. Exactement. Mon Dieu, j'avais pas prévu de faire ma biographie, mais bon. 2018, je commence. La médecine chinoise, c'est derrière moi. Le Reiki, c'est derrière moi. Alors, non, c'est pas derrière moi. Là, je rentre dans ma phase de maître enseignante. Voilà. 2018. Donc là, je commence à enseigner le Reiki, même si je le pratique pas et moi, je m'en sers plus intensément pour moi, puisque ça me servait quand même principalement pour ma maladie. À ce moment-là, je suis formée aux mémoires cellulaires également, donc je suis plongée dedans et j'accompagne les personnes avec les mémoires cellulaires. Je m'intéresse par exemple à ces notions de chakra, des choses comme ça. Et il y a au chamanisme également, 2018, puisque c'est là où je fais la retraite chamanique avec Arnaud Rioux. Donc je commence aussi à comprendre que tout est interconnecté, parce que par exemple, je lis pas mal de livres sur le chamanisme, et quand je lis les exercices, je suis wouh, ok, alors ça c'est du Reiki, ça c'est du Reiki, et en fait c'est là où je commence à faire les liens, tu vois. Et dire en fait, tout ce qu'on pensait séparément, ben là d'un seul coup mon cerveau se dit, mais en fait, rien n'est séparé, tout est et d'avoir cette vision, tu vois, en fait, de monter en vision dans le sens où de me dire, mais en fait, tout est logique
Et tout est pareil, en fait, quelle que soit la pratique. Ou là, même, je commence à faire le lien avec le Reiki, de me dire, mais en fait, ouais, mais ça correspond à ça, un Reiki dans le passé. Tiens, c'est marrant. En mémoire cellulaire, j'ai exactement le même exercice. Pas amené de la même manière, mais j'ai le même exercice avec les mémoires cellulaires. Ok. Et puis du coup, de voir cet exercice différemment, de me dire, ouais, mais en fait, nettoyage dans le passé. Pas Reiki dans le passé, non. Grosso modo, c'est nettoyage des mémoires cellulaires. Oui, mais de l'enfant intérieur. Et là, ouais, mais l'enfant intérieur, il sert à quoi? Et en fait, c'est là où, d'un seul coup, pas d'un seul coup, je commence à faire le lien absolument dans toutes mes pratiques. Me dire, mais en fait, tout est interconnecté. Et puis je continue, 2020 arrive, 2019, ça a commencé en 2019. Je tombe sur des vidéos de Dolores Cannon, où là, son sujet m'interpelle, où je me dis, ok, c'est intéressant là, l'hypnose quantique, mais c'est quoi exactement? Donc je vais voir une vidéo, deux vidéos. Je cherche son livre, qui à ce moment-là n'est pas traduit en français, mais comme par hasard, évidemment, une maison d'édition vient de le traduire en français. Donc du coup, je l'achète. Et là, par contre, je me le prends en pleine figure. Ce livre, c'est la vague des trois volontaires. Non, si, les trois vagues de volontaires, 800 pages. Et en fait, alors j'ai eu d'autres livres que je me suis pris en face avant, mais là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ce livre, pendant 400 pages, je déconstruis absolument tout ce que je viens de construire avec le développement personnel. Donc, c'est très compliqué pour moi de me dire, waouh, tout ce que je croyais vrai, ben, en fait, c'était peut-être pas si vrai que ça. Et puis les 400 dernières pages, ben en fait, ce que je venais à peine de déconstruire la veille et de reconstruire, et ben la page suivante me le faisait de nouveau déconstruire. Comment te dire que la lecture de ce livre a été très compliquée pour moi, parce que du coup, j'ai perdu mes repères à ce moment-là, parce que ce que je pensais être vrai n'était peut-être pas si vrai que ça. Ça me permettait de rentrer dans cette notion quantique de bah, finalement tout est parallèle, la notion de vie antérieure ça n'existe pas, la notion de vie future ça n'existe pas non plus. Donc ça me permet tu sais, de voir vraiment tous les trucs, de dire ok mais moi je me suis construit sur ça, moi je suis allée chercher dans mes vies antérieures, mais putain c'est peut-être pas si antérieur que ça. Waouh, ok. Donc ouais, ce livre m'a, je crois que j'ai mis quand même 8 ou 9 mois pour le lire parce que j'ai passé mon temps à déconstruire ce que je venais à peine de construire. Et que ça a été compliqué parce qu'il y a des choses bah, qui sont restées déconstruites et d'autres qui se sont reconstruites. Mais voilà, et c'est là que ça me permet de rentrer dans, par exemple, l'hypnose quantique. Du coup, 2020, je me forme à l'hypnose quantique. Et là, bah, j'ai besoin de cobayes quand même pour me former. Et là, waouh, je vis des hypnoses. Je me retrouve sur Sirius, sur Orion, sur Cassiopée. Je me retrouve pendant la guerre 39-45. Je me retrouve au temps avec un empereur égyptien. Ok, tout va bien. Et puis, je teste sur moi. Et là, c'est pareil. Je me prends ça dans la face. Je dis, ok, le grand tout. C'est quoi le grand tout? Je comprends pas ce qui se passe. Et je le vis et je comprends pas tout. Je récupère les informations. Et c'est une fois que j'ai récupéré les informations, ok, là, je fais super, j'ai plein de pièces, il faut que je monte le puzzle. Et en fait, le puzzle, bah, tu vas au Mont-Saint-Michel, d'un seul coup, tu mets 10 pièces du puzzle. Tu as une conversation avec une copine, puis paf, d'un seul coup, tu vas mettre 10 autres pièces du puzzle. Je vais lire un livre, bah, du coup, hop, je monte, j'ai d'autres pièces du puzzle. Et puis, d'un seul coup, je vais lire, je regarde de nouveau, par exemple, Interstellar, et là, je me dis, waouh, je viens de le comprendre. Ok, d'accord. Et puis tu vois un autre film comme Tenet et là tu dis, le passé et le futur sont dans la même scène, mais waouh, je viens de comprendre d'autres trucs. Et en fait, à chaque fois, ça s'est déroulé de cette manière-là. Donc le côté quantique, ouais, arrive en 2020 à peu près quand je me forme à l'hypnose et que là, d'un seul coup, je comprends que, ok, on n'est pas un simple pion sur une Terre et on n'est pas juste sur une ligne de temps, mais qu'il y a une multitude de lignes de temps. Enfin, tu vois, c'est là où je rentre dans cette notion, je sais pas comment l'expliquer, multidimensionnelle, on va dire ça comme ça. Et ça, on y est donc en 2020, à peu près. C'est bon pour le temps? Oui, oui, oui. Et, euh, et du coup, mise en lumière holistique. Mise en lumière holistique, Il en arrive fait, quand? arrive en réflexion, en pensée en 2021.
suite à une réflexion que je me prends sur Instagram d'une personne qui vient me questionner. En 2020, je commence à me montrer un peu plus en story, par exemple, à faire des lives. C'est là aussi où je commence à former au Reiki à distance, alors qu'avant c'était que en présentiel, mais parce qu'il y a un petit événement en 2020 qui a fait qu'à un moment donné on ne pouvait plus se voir, s'embrasser, se faire des câlins. Donc je ne pouvais plus faire les initiations et c'est là où j'ai eu de plus en plus de demandes d'initiation à distanciel. Donc c'est là où je me montre un peu plus sur les réseaux. Et un jour, suite à une story, j'ai quelqu'un qui vient de me questionner en privé et là, je lui réponds. Et là, en fait, je me prends comme réflexion un peu dans la gueule violemment de ah ouais, mais en fait, t'en sais beaucoup plus. Je m'attendais pas à ça. Et là, moi, un peu étonnée de me dire, c'est-à-dire, ah ben non, je m'attendais pas à ça comme réponse. Là, tu viens de m'ouvrir un champ. J'ai dit, bah, en fait, moi, c'est mon quotidien, ce que je viens de te répondre. Elle me dit, oui, mais t'en parles jamais. J'ai dit, bah si, enfin, j'en parle avec mes initiés. Et là, je me prends comme réflexion, je me fais, ah ouais, donc en fait, tu le gardes secret juste pour tes initiés. Et là, ça m'a permis de réfléchir, de me dire, pas con comme réflexion. Parce qu'effectivement, ces connaissances-là, oui, je les garde pour 20, 30, 40 personnes. Peut-être que je pourrais en parler un peu plus, d'une autre manière. Je sais pas comment. Et à ce moment-là, l'idée du podcast me semble logique parce que me montrer face cam, hors de question. Blocage, évidemment. Par contre, un podcast, ouais, je suis planqué derrière un micro. Ça me va. T'entends juste le son de ma voix, donc c'est OK. Donc le podcast, à ce moment-là, oui, est une évidence, malgré tout le monde qui fait des vlogs. Ouais, mais moi, j'en suis pas capable. Donc, je prends la solution du podcast. Et en même temps, le podcast, à un moment donné, c'est en pleine réflexion de se dire comment je vais le créer, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Et en fait, c'est là de me dire, je vais créer avec ce podcast ce que j'aurais aimé qu'on fasse dans mon cheminement. De toutes les fameuses pièces du puzzle que je vous passe mon temps là à vous répéter et que les initiés savent tant, bah en fait là, je vais le mettre sous format de podcast. C'est-à-dire que bienvenue dans ma tête, bienvenue dans mes puzzles et en fait ce podcast, je vais tout mettre à plat. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai ce souvenir du début, bah, c'est justement une des premières initiées qui m'avait dit ah mais ça serait cool qu'un jour il y ait quand même le manuel pour les nuls du développement personnel. Parce qu'elle n'arrêtait pas de poser, tu sais, non, c'est moi, pardon. Elle posait plein de questions. J'ai dit, alors pardon, hein, mais le manuel pour les nuls du développement personnel, il n'existe pas. Il ne peut pas exister parce qu'on est tous, comment dire, uniques. Donc ce qui va marcher pour toi ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et en fait, avec mise en lumière holistique, c'est un peu ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, je le vois vraiment un peu comme en mode, bon, en fait, je mets à disposition mon puzzle, mes connaissances mais un peu comme si c'était pour créer justement le manuel pour les nuls du développement personnel. Et ensuite, l'arrière-pensée, qui est beaucoup plus personnelle, bon, qui du coup le sera un peu moins, c'est en fait, j'ai parlé tout à l'heure de la Véronique du futur, mais en fait là, je la fais pour la Véronique du passé, c'est-à-dire pour la petite Véronique qui peut-être est en train de naître, qui va grandir et qui va peut-être tomber un jour malade. Mais en fait, c'est pour lui laisser des choses accessibles beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Je lui empêcherai peut-être pas de tomber malade, mais en attendant, elle récupérera peut-être des choses beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Ça, c'est ce qui me tient à cœur vraiment au plus profond de moi-même. C'est vraiment, voilà, comme la Véronique du futur, finalement, bah, ce que je disais tout à l'heure à Leslie, j'ai jamais eu l'impression de me poser des questions en disant non, t'emmerde pas, ça servira pas à grand-chose, ou pas de suite, plus tard. Mais en fait, moi, je fais exactement la même chose avec la petite Véro qui va arriver ou qui est en train d'arriver. Et je répète, peut-être qu'elle aura quand même une sclérose en plaques, mais en attendant, ben, le fameux 2004-2010 que j'ai eu, ben, en fait, elle n'aura peut-être jamais de traitement de sa vie, dans le sens où, ben non, en fait, c'est bon, Véro, elle m'a laissé des trucs, on tombe pas malade par hasard, et du coup, je vais récupérer ces informations plus rapidement. Est-ce que là, ça fait percher ce que je viens de dire? Oui, évidemment. Bah, ça fait percher oui et non, puisque tu parlais de la Véronique du futur, Oui. et là tu parles de la Véronique du passé, donc quelque part c'est pas si perché que ça, quoi. C'est logique. Ouais, et tu C'est vois, ce pas qui est logique. oui, dans ma logique, et tu vois, ce qui est drôle, c'est que ça fait partie des choses que j'ai compris ces 2, 3 dernières années.
Justement que la Véro du futur et la Véro du passé cohabitent en même temps que là, moi qui je suis et qui suis en train de parler avec vous. Et en fait, c'était des choses que j'avais au plus profond de moi-même et que j'étais pas forcément capable d'expliquer. Et évidemment, je commence à m'intéresser au côté quantique, des livres comme des personnes comme Philippe Guillemant ou Jocelyn Morisson, ou par exemple, j'ai plus son prénom, pardon, il s'appelle Le Terrier. Et là, je lis un livre d'eux et je me dis, waouh, il raconte ma vie en fait, le mec. Et il me permet de comprendre, en fait, tout ce que je vivais, il me permettait concrètement ouais, tout ce que je vivais, de le comprendre, en fait. Des choses que pour moi, c'était d'une évidence, mais pour moi, et encore d'une évidence que je n'étais pas forcément très claire, où je savais que j'étais connectée d'un certain côté à la Véro du futur. Je te prends un exemple tout con. Quand, par exemple, j'ai Charlotte, mon amie, qui travaille sur ma maison, la mignonne, en feng shui, elle me fait installer des trucs, des objets bien particuliers à des endroits bien particuliers. Je réalise que j'ai déjà les crochets en place pour ces objets à des endroits totalement improbables et je sais que je n'ai jamais mis ces crochets à ces endroits-là. Et là, tu dis, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est plein de trucs comme ça qui, à un moment donné, je te dis, j'ai des pièces du puzzle, je sais pas dans quel sens, il suffit que je lise un bouquin, je me dis, oh, OK, je regarde le film Tenet où là, tu as le futur et le passé en même temps, je fais, waouh, c'est bon, je viens de connecter. Et en fait, c'est exactement comme ça à chaque fois. Ou même quand je me refais la série Matrix en 2020 parce que on est coincé, enfermé chez soi et tu te dis ah, qu'est-ce que je vais faire? Bah tiens, je vais me revoir Matrix que je l'avais pas vu depuis 20 ans. Et là, d'un seul coup, me dire oh, mais en fait, c'est exactement ma vision du corps humain quand avec les lignes de code, avec bienvenue dans ma vie. Ok, d'accord. Et en fait, ça s'est toujours déroulé de cette manière-là. Bienvenue dans ma vie et dans mon cerveau. Ça peut faire un peu peur. Raphaël. Moi, j'avais juste une question parce que on parle de tout ton cheminement où tout a coulé de source, où tout est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment ça tombait sous le sens, tout est arrivé très naturellement. Mais à un moment donné, il n'y a jamais eu de doute, t'as jamais douté, t'as jamais hésité, t'as vraiment été t'as eu toujours cette ouverture par rapport à tout ce qui arrivait sans jamais te poser de questions. C'était Quand, vraiment tout quand ça, naturel. ouais, quand ça devait se faire, c'était naturel et fluide. Quand je commençais à avoir un doute, je vais te prendre un exemple typique. Quand je commençais à me poser des questions du style, ouais, mais là, ça va quand même coûter de l'argent. Bah, en fait, dès que je me posais ce type de questions, je savais que c'était pas fluide et que ça allait pas le faire. Dès que je m'en suis aperçue après, c'est-à-dire que dès que je faisais rentrer, par exemple, tu vois, la notion d'argent dans l'équation, ça allait pas le faire, j'allais pas le faire. Parce que finalement, il y a des choses où je me suis jamais posé la question alors que j'avais pas forcément les moyens. Bah, en fait, ça s'est toujours fait. Je prends un exemple. Je suis partie au Népal en 2018. J'avais pas l'argent. Et quand je raconte ça, les gens sont totalement en mode, mais t'es totalement folle, ma pauvre fille. Je fais l'échec en janvier pour l'association, parce que je parle par le biais d'une association. Le voyage est en novembre. Quand je fais l'échec, j'ai pas l'argent sur le compte. Tous les chèques ont été honorés. J'ai même pu prendre en parallèle le billet d'avion. Et évidemment, j'avais l'argent sur place pour manger, pour acheter des souvenirs, et trucs comme ça. Mais quand je fais l'échec, j'ai la conviction au plus profond de moi-même qu'il faut que j'aille au Népal. Et si je m'étais posé la question, ou si d'autres personnes très terre à terre, très mentales, on va dire, ah non, mais moi je pars pas si j'ai pas l'argent sur le compte, ben, en fait, si j'avais raisonné de cette manière-là, je serais jamais partie au Népal. Donc évidemment, il y a des choses où quand c'est pas fluide, je le mets de côté. Mais quand je te dis, bah, si je te reprends l'exemple de la fameuse chamane, tu m'en parles une fois, tu m'en parles deux fois, tu m'en parles trois fois, je vais commencer à me questionner, quoi. Mm, mm. Ou comme la médecine chinoise, je te prends l'avion au mois d'avril, au mois de mai, comme par hasard, il y a une journée porte ouverte et je fais la rentrée en septembre. Ou quand je commence le Reiki, on y va la première fois avec ma mère pour avoir un soin. Je discute avec, il y avait 3 4 maîtres à ce moment-là. Et il y a un maître qui me dit, ah bah tiens, dans 15 jours, si tu veux, il y a un premier degré. Et là, je regarde les dates, je fais, ah c'est cool, c'est pile le week-end avant, j'ai juste mon premier truc de mon premier cours de médecine chinoise. Donc ça se cale naturellement en fait.
j'ai presque envie de te dire, ça coule de source. Et ouais, je me pose vraiment pas de questions. Je fais en fait. Mais très souvent, parce que si tu te poses des questions avant, tu le fais pas. Quand je te dis ça, je prends un exemple. Un jour, je vais à une fête foraine. On arrive par l'arrière du manège. Au final, quand on arrive, le manège est en pause et c'est avant de passer au prochain tour. Du coup, avec mes cousins, à ce moment-là, on le fait, on y va, on rentre dans le truc et puis on fait le truc. Et là, on est le ballon de basket, c'est-à-dire qu'on tourne dans tous les sens. Je descends de là, je prends le recul, je vois le prochain tour, je me dis, putain, on a fait ça. Elle dit oui. Ah ouais, mais en fait, heureusement que je ne l'ai pas vu avant. Je l'aurais jamais fait de ma vie, hein. Mm. Je comprends. Tu vois? Mm. Ou je te prends un autre exemple, Sandrine va confirmer au mois de mai, quand je mets en place ma première retraite spirituelle, il y a une personne dans le groupe qui est effectivement handicapée en fauteuil roulant. Même si on a fait en sorte que tout se déroule pour le mieux, il y a des passages, bah, il y avait beaucoup d'escaliers, et voilà. Et elle m'a dit, si j'avais su avant, je serais peut-être pas venue. Mais le plus beau message qu'elle laisse, c'est à la fin de dire, ouais, mais en fait, fallait vraiment que je vienne. Tu vois? Et je répète, à partir du Ouais. moment où on se pose des questions, c'est un mental. C'est pour ça que je te dis, moi, des fois, je suis toujours pas embêtée, mais quand on vient me poser des questions, mais pourquoi? Et donc, du coup, et quand tu fais. Mais arrêtez de vous poser des questions. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, de toute façon. Il y a que ton jugement. Mm. Et après, c'est effectivement Moi, je dis, mon moteur, c'est de me connaître. Donc, si je dis non, c'est que je sais que c'est pas dans mes capacités. Je vais aller au maximum de mes capacités, mais je vais aussi, entre guillemets, me les arranger. C'est-à-dire, je prends un exemple, je dois aller voir une amie, c'est à 2h30 de route. Je sais que je suis incapable de faire l'aller-retour dans la journée, mais je vais y aller. Mais du coup, ça signifie que je vais dormir sur place et rentrer tranquillement le lendemain. Pourquoi? Parce que je me connais. Parce que j'ai pas envie non plus de m'infliger, par exemple, 2h30 aller, 2h30 retour, plus la fatigue de la route, mais en même temps la joie de passer ce moment avec elle, mais en même temps je me connais. Et c'est ça l'énorme chance aussi, c'est qu'aujourd'hui je suis à un stade où je me connais. Alors j'ai encore d'autres aspects à connaître, mais c'est surtout je m'écoute. Et pas je m'écoute en mode non mais attends, il faut pas en mode non pardon, j'ai une sclérose en plaques, donc le côté guerrier il est là, hein. Si j'étais douce, ça se saurait. Est-ce que vous avez une ou deux ou des dernières questions? Je sais pas, on arrive à la fin de cet épisode, parce que il aura été long cet épisode. Et merci beaucoup. Merci à toi. Je me doute Mais surtout que vous avez d'autres questions. Oui, mais On fera un on autre épisode de terminera de podcast, c'est ça? remettre. Oui, Ok, d'accord. Parce que du coup, mes réponses ont amené d'autres questions. Mais je vous laisse au cas où. Allez, on part sur une ou deux dernières questions si vous en avez une. Je t'en prie, Sandrine. Euh, alors, elle est peut-être indiscrète, mais ou peut-être tu as déjà donné la réponse dans des épisodes, je sais pas, mais pourquoi tu es malade? Pourquoi tu as été malade du coup? Pour répondre à la question qu'on t'a posée. Parce qu'à ce moment-là, je suis pas du tout ma priorité. C'est comme j'ai dit, je suis dans un contexte où au boulot c'est très compliqué, où je sers un peu quand même de serpillière, que j'avais pas de sas de décompression à la maison parce que je devais m'occuper de mon frère, qu'en plus je devais m'occuper de mon père et de ma mère. Donc en fait, à ce moment-là, je suis pas du tout ma priorité. Mais en même temps, je dois rester forte. Donc, du coup, je tombe malade parce que bah, c'est la symbolique de la sclérose en plaques, c'est-à-dire je m'emmure pour me protéger. C'est-à-dire qu'en mode, c'était mon seul sas de décompression, je m'enferme en fait, tu vois. Je monte des murs comme ça, personne me voit, personne vient m'emmerder, foutez-moi la paix. Et que malheureusement, bah, ce sas de décompression, je pouvais l'avoir nulle part, ni à la maison, ni dans ma famille, ni au boulot. Donc c'était mon seul moyen en fait de me retrouver dans ce sens de sécurité. Donc je me le suis construite.
Après, il va y avoir évidemment toute une symbolique derrière. Bah, il y a quand même beaucoup de contrôle, il y a du coup un mental quand même, il y a beaucoup de rigidité. À ce moment-là, moi, je répète, hein, mon surnom adolescente, c'était le général, hein. Ça vous donne à peu près l'état d'esprit quand même, hein. Je suis quand même relativement rigide à ce moment-là, qui est quand même la symbolique de la sclérose en plaques. Et puis après, oui, j'ai tout un cheminement aussi, mais ça, j'en avais parlé dans un épisode où je vais aller fouiller dans mes vies antérieures, où il y a quand même le côté guerrier, où je comprends la symbolique de je monte des murs, euh, fille de maçon quand même, donc, je trouve ça évidemment très drôle. Donc pareil, dans mon cheminement, il y a à un moment donné la compréhension de, mon Dieu, mais en fait, on peut mettre des portes et des fenêtres dans un mur. Et c'est là où, avec mon troisième degré, mon mur tombe et que du coup, je me libère de la symbolique de la sclérose en plaques. Donc ouais, à ce moment-là, je me sens enfermée dans ma vie. C'est-à-dire que on m'empêche de faire ce que je devrais faire ou je m'oblige ou on m'oblige inconsciemment à m'occuper des autres et de m'oublier à ce moment-là. Est-ce que D'accord. je réponds à ta question? Oui, oui, merci. Allez, la dernière. Alexia, tu levais la main. Ah Oui, pardon, ah bah oui, mais non, non, mais ouais, on voit pas. Euh, non, en fait, c'est toi, mais parce que finalement, quand on t'écoute, on se dit, il y a que toi qui est comme ça, hein, et qui voit toutes ces choses. Non, mais parce que quand même, et puis je pense que là, on a eu qu'un petit aperçu. Euh, Comme tu le disais, tout coule de source, tout vient à toi finalement naturellement quand ça doit se présenter, etc. oui, maintenant Mais avec le est-ce recul, hein. Ouais, mais est-ce que tu penses que finalement on a tous un peu ça en nous, mais plus ou moins, c'est pas ce que je veux dire, Si, mais si. que toi tu es peut-être plus connecté ou je sais pas comment expliquer, mais finalement tu vas plus faire attention aux choses qui se présentent, alors que peut-être n'importe qui peut avoir aussi ces choses qui vont se présenter, mais ne va pas être attentif ou faire le lien, ou je sais pas trop comment Oui, expliquer. oui, si, si, je comprends parfaitement. Il y a 4 ans, en 2021, je fais une formation très professionnelle et je crois que c'est la première formation que je fais à titre professionnel où justement je suis avec d'autres entrepreneurs et à un moment donné, on doit raconter son histoire. Et quand je viens à raconter mon histoire, les personnes sont en mode waouh! Et là, moi, je les regarde en me disant pardon, mon histoire, elle est banale et tout ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire. Et là, je me prends dans la face non, Véro, ce que tu as fait, tout le monde ne peut pas le faire. Mm. Je vais être très franche, je reste convaincue au plus profond de moi-même que ce que j'ai fait, tout le monde est capable de le faire. Maintenant, je répète, moi, c'est un cheminement, ça fait 15 ans que je suis tombée dans la marmite. Dans le sens où il y a un côté patience et tout un cheminement. C'est-à-dire que j'ai jamais été justement dans ce truc de venir nourrir mon mental de il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Moi, je dis toujours, je n'aurais absolument pas aimé commencer mon développement personnel en 2020. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Aujourd'hui, c'est devenu un commerce, le développement personnel. C'est mon commerce, donc je ne vais pas non plus cracher dessus, mais je veux dire par là, il y a tellement de choses que tu sais plus par quoi commencer ou quoi faire. Ou tu as presque l'impression de devoir tout faire. Moi, à ce moment-là, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que ça coule de source, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas toutes ces informations-là. L'idée, et je répète, ce que j'ai fait, tout le monde. Genre, vraiment cette conviction. Maintenant, il y a peut-être effectivement des capacités que j'ai qui font que je vais avoir une vision que tout le monde n'a pas, où je vais faire des liens beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que d'autres ne vont pas faire, mais je ne les ai pas eus dès le départ, hein. Moi, je répète, je ne suis pas médium de naissance. C'est avec tout le travail que j'ai fait au fur et à mesure que j'ai acquis ces capacités-là. Mm. J'ai peut-être cette curiosité depuis ma naissance, avec ce parcours de vie qui fait que, effectivement, ça a accentué. Je pars peut-être de moins loin, allez, je vais dire ça comme ça, mais il n'y a rien qui t'empêche de me rattraper. Alors si, la seule chose qui peut t'empêcher de me rattraper, c'est que moi, de toute façon, je m'arrête pas et je continue à avancer. C'est Mm. juste ça. Mais je reste persuadée que ma compréhension et que justement, en récupérant ces pièces du puzzle, mais c'est surtout moi ce qui me dérange aujourd'hui, et je vais être très franche, c'est qu'aujourd'hui, ce développement personnel, il est mentalisé. Quand tu fais quelque chose, il doit y avoir un but derrière. Non. Moi, les buts, je les ai compris après.
Jamais sur le moment ou jamais avant. J'ai fait. Et dans chaque chose que j'ai fait, il y a toujours eu un élément qui a fait que, ah ouais, en fait, je comprends maintenant pourquoi je vais le faire. Et parfois, c'est même pas l'élément de la formation en tant que telle, hein, c'est peut-être la rencontre pile du petit binôme que j'avais à côté, alors que 5 minutes avant, on ne se connaissait pas. Ok, merci. Mais ouais, au plus profond, je reste quand même, j'ai l'intime conviction que ce que j'ai fait, j'ai envie de te dire, je reste sur l'idée que je suis un éclaireur. Tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est ma symbolique de la sclérose en plaques, je monte des murs pour protéger ceux qui sont derrière. Et ce qui est très drôle, je vais faire le parallèle avec mon père. Quand on était en Afrique, par exemple, mon père, c'est lui qui était au front, c'est-à-dire que c'est lui, par exemple, au Congo, et, il devait tracer la route. Donc, il arrivait devant l'équateur, devant une forêt vierge. Et c'est lui, avec les caterpillars, qui allait tracer la route. Et je trouve que la symbolique est jolie parce que j'ai parfois peut-être cette impression-là, tu vois, de, OK, mais en fait, moi, je suis l'éclaireur et en fait, je trace la route. Je vous oblige pas à prendre la route. Mais si ça peut faciliter le travail pour certains, bah, c'est plutôt cool. Moi, comme je dis, je suis là juste pour planter des graines, hein. Je suis pas là pour convaincre. Évidemment que, bon, on en parlait tout à l'heure, mais moi, quand j'arrive avec mes gros sabots, on fait Hey, t'es responsable de ta maladie. Évidemment, mais c'est qui cette folle? Je suis pas là pour te convaincre. Tu me crois pas, c'est pas grave, passe ton tour, hein, écoute pas le podcast. Enfin voilà, il y a tant autre chose à faire dans la vie. Si par contre, à un moment donné, tu te dis Alors, c'est qui cette folle? Mais je vais quand même aller l'écouter. Et là, me dire Waouh, mais je comprends la maladie différemment. Ok, j'ai fait mon job. À toi maintenant de continuer. J'ai planté la première graine, tu l'as fait germer. À toi d'aller récupérer les autres graines. Si maintenant je peux t'amener d'autres graines, tant mieux. Mais c'est toi qui vas faire le boulot. Moi, je ferai pas le boulot à ta place. Ça, jamais de la vie. On a fini? Ouais. Merci infiniment pour ce long moment, qui du coup, j'ai compris, va donner sûrement un épisode 2. Ok. Alors, il faut que je refasse ma chronologie, du coup, pour Sandrine. Que je me... Moi, je pense que là, c'est bon, C'est bon? c'est clair. D'accord. Bon, on aurait pu Merci. insister. La prochaine fois, ça sera 2020-2025, un peu plus précisément. Mais ouais, mais après, moi, comme je dis toujours, j'ai l'impression qu'il me manque plein de pièces dans le sens où ça fait. Ouais, maintenant, tu vois, avec le recul, oui, c'est fluide, mais pour moi, c'était tellement logique que je me pose plus la question et du coup, c'est pas un événement forcément marquant pour moi, c'est un passage en fait. Tu vois, c'était un truc de OK, bah ça c'est fait. Un peu comme à l'annonce de ma maladie. OK, vous avez une sclérose en plaques. Oui, mais alors, ça change rien. Enfin, je vais continuer quoi. Ma vie s'arrête pas, tu vois. À chaque fois, il n'y a pas eu, c'était pas un stop. Par contre, je répète, c'est pas parce qu'on commence un cheminement en développement personnel que ça signifie que ta vie, elle est faite de paillettes, de bisounours et des murs. Je m'en suis pris. Enfin, je me suis jamais pris le mur, malgré la sclérose en plaques, mais par contre, je peux te jurer, oui, je l'ai vu très près. La joue, elle s'est bien frottée au mur. Donc, c'est pas parce que j'ai commencé un cheminement personnel que ça signifie que ma vie est devenue merveilleuse d'un seul coup. Pas du tout. Je peux avoir encore aujourd'hui des merdes, hein. Bah, la preuve l'année dernière avec le piratage de ma chaîne YouTube, qui est quand même que le sommet de l'iceberg, qui a des conséquences en chaîne. Mais en fait, l'énorme chance que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, j'ai une boîte à outils qui me permet bah, de prendre soin de moi à ce moment-là. Parce que l'année dernière, en 2024, je suis censée faire une poussée de sclérose en plaques. Or, je ne fais pas de poussée de sclérose en plaques. Pourquoi? Parce que je ne suis pas la même personne. Et parce que j'ai un mode de vie, de fonctionnement et une boîte à outils qui me permettent de ne pas faire de poussée de sclérose en plaques. Donc, c'est à ça que sert le développement personnel. Ça ne sert pas à s'éviter les coups. Ça sert à ce moment donné que les coups soient moins violents, moins longtemps, et qu'au fur et à mesure, il n'ait plus d'impact sur nous. Voilà à quoi sert le développement personnel. Si je veux éviter les coups, ça signifie que je me suis désincarnée, donc pas du tout ancrée. Et là, on est sur un autre débat. Merci Véro. Merci à vous, infiniment. Merci. Merci pour Merci. vos questions Merci. et votre curiosité. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution
Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement mon tout nouvel e-book sur le pouvoir du mental et ses croyances. Une plongée profonde pour comprendre l'impact de nos schémas de pensée et comment les transformer afin de retrouver plus de clarté et d'alignement dans votre vie. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, les initiations Reiki en ligne ou en présentiel et même les soins audio hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetoraisin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À nos prochaines écoutes, à vos prochaines prises de conscience, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.